Eh bien, en tout cas, on est très honoré au Comité 21 de commencer cette saison, ce nouveau cycle d'adaptation au changement climatique. L'année dernière, on était très content en fait d'avoir lancé cette session, ce cycle. Cette année, donc, on commence avec la question du littoral méditerranéen et la mise sous tension des activités touristiques. Donc, on va rester 2 heures ensemble. Je laisserai Guillaume Simonet d'Abstraction nous présenter les intervenants que vous voyez donc normalement sur votre droite. Vous dire, faire défiler, hop, vous dire que cette année, le cycle adaptation au changement climatique va se décliner en 4 temps. Donc aujourd'hui, évidemment, la question du littoral méditerranéen. Ensuite, on se retrouvera le 4 juin pour travailler sur la question des îlots de chaleur dans les grandes agglomérations. C'est une figure imposée, mais en fait, elle est extrêmement importante vu la manière dont les choses sont en train de se dérouler et s'accélérer. On se retrouvera ensuite en octobre, le 16 octobre pour être très exact, pour travailler une question qui nous est très demandée, la résilience des infrastructures critiques, comment nos infrastructures résistent ou pas au changement climatique. Et enfin, on terminera ce cycle donc de l'année 2024 sur la question de l'insularité, qui est une question assez insuffisamment traitée. Vous dire encore que le comité 21, depuis plusieurs années, Guillaume vous dira peut-être, mais je crois que au moins depuis 2018, on publie sur la question de l'adaptation au changement climatique et des SAFN. Les dernières publications en date, vous les avez sous les yeux, à savoir qu'on a publié il y a peu de temps un rapport toujours sous le stylo de Guillaume Simonet, un tour d'horizon des SAFN, qui est un guide pratique très opérationnel, dans lequel, dans un premier temps, on fait un décryptage et puis après, on donne à voir ce que sont les SAFN, les solutions d'adaptation fondées sur la nature. On a aussi publié une note de décryptage de la Cour des comptes, du rapport de la Cour des comptes en 2024. Donc là, on fait un tour d'horizon très rapide. Il est probable que finalement on aille plus en avant sur ce décryptage-là, puisque c'est un sujet qui va être d'actualité dans les semaines et les mois à venir. Et puis, avec l'ADEME, en collaboration avec l'ADEME, on a un programme et on va travailler cette année on va faire un rapport un peu fouillé sur la question de la santé et de l'adaptation au changement climatique. Notamment, là, c'est sur l'ensemble de la chaîne de valeur et on traitera notamment des questions d'accueil, en quoi finalement les dérèglements climatiques impactent les questions de santé. Sans plus attendre, je laisse la parole à Guillaume qui va vous faire la présentation des intervenants et faire la note de décryptage, bien évidemment. Merci Nicolas, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce premier webinaire du cycle 2024. Comme l'a rappelé Nicolas, je vais assurer l'animation de ces webinaires. L'occasion de rappeler d'ailleurs que ce webinaire est enregistré puisqu'on l'offre de manière différée une fois qu'il est fini. Et donc aujourd'hui, comme Nicolas l'a précisé, nous allons nous intéresser au littoral méditerranéen, la mise sous tension de ces activités touristiques. Et donc pour ce faire, nous avons l'honneur d'accueillir l'introduction de ce webinaire. Nous avons une intervention à deux voix avec messieurs Philippe Rossello et Arnaud Terris qui nous parleront de la situation sur le littoral de la région PACA. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis nous nous dirigerons ensuite vers le littoral de l'Occitanie, à travers les interventions d'Emmanuel Fouquet et de Marc Barral, tous deux de la région Occitanie, et enfin de Cécile Retailleau du Conseil départemental de l'Hérault, qui complétera un après-midi plein de promesses. Voilà, tout d'abord, un grand merci à nos intervenants de s'être rendus disponibles pour nous partager leur expérience à l'échelle de vos territoires, je vais dire de nos territoires aussi, de vos territoires. Mais avant de vous donner la parole, alors on va faire un petit cadrage, quelques mots d'introduction sur la thématique du jour, juste pour rappeler brièvement les deux dynamiques majeures qui sont actuellement en cours sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Alors tout d'abord, nous avons
la dynamique climatique, je dirais. Alors là, ce sont en vert, vous avez les tendances actuelles à travers trois variables que j'ai choisies. Le réchauffement des eaux de surface. Alors on note par exemple une augmentation de 0,4 degrés entre la période 61-90 et 96-2015. Ça, c'est la température moyenne annuelle. C'est donc un petit réchauffement qui risque de se prolonger puisqu'on envisage, ça le tableau de droite, une augmentation de la température de surface qui varie selon les scénarios. Là, j'ai pris le scénario le pire, le RCP 8.5. Donc, en fin de siècle 2100, on se retrouverait avec une augmentation comprise entre 2,3 et 2,9 degrés de température moyenne annuelle. Alors, d'autres variables, les vagues de chaleur marine qui sont en augmentation, on en a une quinzaine ces dernières, on va dire cette dernière décennie, alors qu'on en avait très peu avant. Et évidemment, la hausse du niveau marin, sachant qu'on est déjà à 1,4 mm par an en moyenne, bien évidemment, entre 1885, le début des mesures, et 2009. Le niveau, on va dire, l'augmentation envisagée sur l'ensemble du bassin méditerranéen, ça pourrait aller, selon les scénarios, entre plus 37 cm jusqu'à 90 cm. Ça. Donc la Méditerranée évolue et le tourisme évolue aussi, ça c'est la diapositive suivante. Et donc on peut voir que, pour rappel, que le tourisme est une activité plus qu'importante puisque grâce à ce rapport du WWF fait en 2017 qui rappelle que la Méditerranée génère énormément de richesses économiques. Par exemple, là, c'est le produit méditerranéen brut, qui est l'équivalent d'un PIB. Il est calculé de la même manière, mais à l'échelle du bassin méditerranéen. Eh bien, il se situe au cinquième rang des richesses, on va dire, telles que sont calculées comme ça, avec les autres pays, si on peut les comparer. Donc, ça produit à peu près 450 milliards de dollars, à peu près 400 milliards d'euros de produits marins bruts, on va dire. Et dans cette richesse économique, eh bien, 92% sont issus des activités touristiques. Voilà. Donc, ça veut dire énormément de vacanciers autour de ce bassin méditerranéen. On parle de 220 millions de vacanciers par an. D'ici 2025, on parle de 630 millions. Donc, ça veut dire aussi destruction, de l'artificialisation, des usages, des déchets, de l'énergie. Tout ça n'est pas compris dans le calcul du PNB, comme dans le calcul du PIB d'ailleurs. Alors, quelles conséquences pourraient venir sur les activités touristiques du littoral méditerranéen français? C'est ce que nous allons voir maintenant, en débutant avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et notre première intervention de cet après-midi, menée à double voie. Et le temps que vous partagez votre écran, je vais vous présenter Arnaud et Philippe. Alors, Arnaud, je vais commencer par vous. Vous êtes chargé de projet au Plan Bleu depuis 2020, qui est l'un des 6 centres d'activité régionale du Plan d'action pour la Méditerranée du programme des Nations Unies pour l'environnement, qui est basé à Marseille. Vous avez mené des activités de recherche et des projets en lien avec le tourisme durable, la gouvernance dans la restauration écologique en milieu côtier et marin, la conservation de la biodiversité et l'économie bleue plus largement. Vous êtes accompagné cet après-midi de Philippe Procello. Alors Philippe, vous êtes géoprospectiviste à Géographère, bureau d'études spécialisé en analyse spatiale et prospective territoriale. Et vos activités sont essentiellement axées sur l'accompagnement des acteurs publics et privés pour répondre aux défis du changement climatique et de la transition. Vous avez récemment contribué aux travaux du Plan Bleu portant sur le tourisme côtier régional en 2050 en région PACA et au cahier thématique tourisme du GREC Sud, le groupe régional d'experts sur le climat, dont vous êtes l'un des artisans depuis sa création et c'est pour ça que nous nous connaissons bien. Philippe Ernaud, je vous laisse la parole pour cette première partie. Très bien, merci. Je partage mon écran. Hop, affichage en plein écran et je serai prêt. Voilà, si ça fonctionne bien, vous devez avoir la diapo qui s'affiche. 4 scénarios pour le tourisme côtier en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Voilà, écoutez, bien démarrons. Donc effectivement, nous intervenons à deux voix. Alors dans un premier temps, quelques rappels, enfin une mise en contexte pour le changement climatique, que ce soit en Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie. Alors en reprenant, vous allez voir des messages du GIEC. Mais tout ça va être aussi précisé au cours de la présentation et lors des questions-réponses à la fin de cette présentation. Alors, juste en deux mots, je présente le GREC Sud, parce que là, j'interviens au nom du GREC Sud pour donc, le groupe régional d'experts sur le climat en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Si je résume, si vous voulez, son rôle est de transférer les connaissances scientifiques les plus récentes sur le changement climatique et accompagne les territoires. Alors, c'est vrai, donc Guillaume l'a dit, hein, j'étais coordinateur et animateur de ce GREC Sud depuis 2015, enfin pendant 9 ans. Et donc, on a pu, avec ce GREC Sud, sensibiliser le public pour montrer quels sont les risques associés au changement climatique, que ce soit sur le littoral, l'arrière-pays ou la montagne en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et le grec sud, hein, comme d'autres grecs, d'autres groupes régionaux, est à l'interface en société et donc peut aider à la fois les élus, les gestionnaires, les collectivités, les entreprises, les associations, etc., à mieux comprendre quels sont les enjeux du changement climatique et les risques associés. Alors, ce changement climatique, là, j'insiste pas beaucoup dessus, mais on le sait, hein, ce sont les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines qui sont responsables de ce réchauffement récent, rapide, donc depuis la fin du 19e siècle. Et alors que sans activité industrielle, sans activité humaine intense, en fait, on a des concentrations de dioxyde de carbone entre 180 et 300 parties par million. Et aujourd'hui, en tout cas en moyenne, en 2003, on était à 421 parties par million. Ça veut dire qu'il y a de plus grandes concentrations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, mais aussi de protoxyde d'azote, de méthane, etc. Et donc, vous avez tous entendu ce chiffre, hein, depuis le début de l'ère industrielle, la température mondiale moyenne a augmenté de 1,1 degré Celsius. On est plutôt maintenant sur 1,2 degrés Celsius. Et si vous voulez, mais ça, c'est en moyenne, mais sur les surfaces terrestres, c'est plutôt 1,5 degrés Celsius. Alors, en Provence-Alpes-Côte d'Azur ou en Occitanie, eh bien, cette hausse est plutôt, depuis le début de cette ère industrielle, de 2 degrés Celsius, voire un petit peu au-dessus, alors en fonction des territoires. Par exemple, dans les Alpes du Sud, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a dépassé les 2 degrés Celsius. Voilà, et ça veut dire aussi, et pourquoi je parle de ces émissions, hein, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que nous recherchons, ce que nos sociétés recherchent, c'est la neutralité carbone que l'on espère en 2050. Mais parce que même si aujourd'hui, on arrêtait d'émettre des gaz à effet de serre, si nous devenions tous vertueux à l'échelle mondiale, et vous imaginez bien le chemin qui reste à parcourir, eh bien, ces gaz à effet de serre que l'on a émis ont une durée de vie, si vous voulez. Il y a une certaine inertie des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc, même si nous étions vertueux, eh bien, le réchauffement continuerait pendant 20 ans, 30 ans encore. Donc, tout ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, eh bien, en tout cas, en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, hein, je ne parle pas de pollution, etc., eh bien, les effets se verraient à partir entre 2040 et 2050. Alors, et là, c'est pareil, je suis toujours dans les messages du GIEC, hein. Vous savez qu'il y a eu les derniers rapports du GIEC, il y a voilà, maintenant que 2, 3 ans, enfin même 2 ans. Et donc, on a des projections climatiques qui dépendent des quantités d'émissions de gaz à effet de serre des activités humaines, avec différents scénarios, avec des très faibles émissions de gaz à effet de serre ou des très hautes, hein. Et donc, on voit, ça se répercute sur le réchauffement. Et donc, en fonction des différents scénarios, eh bien, on pourrait aller d'ici la fin du siècle à une température qui serait une augmentation plutôt de plus 1,5 degré Celsius, mais jusqu'à presque 5 degrés Celsius. Température moyenne mondiale. Donc, ça veut dire que ça serait davantage sur les surfaces terrestres et ça serait davantage encore dans certaines régions, comme la Méditerranée, mais plus encore, par exemple, au pôle Nord, par exemple.
Et donc, vous entendez souvent qu'il ne faut pas dépasser, enfin, les scientifiques disent qu'il ne faut pas dépasser le seuil de 1,5 degrés Celsius pour garder les équilibres, pour préserver la biodiversité. Mais en fait, ce seuil-là, pardon, sera atteint dans une dizaine d'années. Et la suite dépendra en fait de nos stratégies et politiques d'émissions de gaz à effet de serre et donc des actions des différents pays. Alors là, ici, je viens sur les effets du changement climatique, mais qui sont valables donc à l'échelle mondiale, mais vous allez voir, on va revenir à l'échelle régionale. Donc, avec ce changement climatique, des vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses, des épisodes de pluie, de fortes précipitations plus fréquents et plus intenses aussi, une augmentation des sécheresses, un risque de feu, enfin d'incendie qui sera plus prononcé, alors donc avec des feux plus fréquents, mais surtout un risque en fait de feu extrême. Alors, voire de méga-feux, alors c'est toujours délicat de parler de méga-feux, en tout cas en France, sur nos territoires où on n'a pas de très grands territoires, par exemple comme en Australie ou aux États-Unis, mais en tout cas, des grands feux comme on a pu voir dans le sud-ouest de la France deviendront plus fréquents et plus destructeurs en fait. Après, au niveau des océans, des mers, c'est bien le réchauffement de l'eau, c'est l'acidification aussi de l'eau et puis la perte d'oxygène qui sont des sujets. Et donc, si vous voulez, et c'est là où c'est important de voir, c'est que ces vagues de chaleur, ces événements climatiques extrêmes, qui vont devenir plus fréquents, plus intenses à l'avenir, donc vont dépendre du degré de réchauffement, mais il faut voir aussi qu'il y a des changements du système climatique qui sont irréversibles, et ça va concerner directement en fait le littoral, parce que, par exemple, l'élévation du niveau de la mer va se poursuivre pendant plusieurs siècles quels que soient les scénarios sociaux et économiques. Et puis la fonte des glaces au Groenland, par exemple, va se poursuivre. Et donc, et là, donc, je vous montre un graphique pour vous montrer qu'il y a de la modélisation qui est effectuée par les scientifiques, qui va bien au-delà de 2050, de 2100, et là qui tourne jusqu'à 2300. Et en fonction des scénarios socio-économiques, on voit eh bien, cette élévation qui va durer, qui va donc submerger des territoires littoraux sur la durée. Donc, c'est pour ça que les collectivités doivent se préparer à cette élévation sur le long terme. Et donc, regardez déjà ce qui va se passer au siècle prochain pour tout ce qui est aménagement, par exemple. Mais vous voyez, hein, en fonction des scénarios, eh bien, on peut passer de quasiment 1 mètre en 2300 en un scénario optimiste jusqu'à quasiment 4 mètres en cas de scénario pessimiste, avec des fourchettes d'incertitude qui sont fortes. Et puis là, ces élévations, hein, vous voyez, par rapport à 1986-2005, et ça veut dire qu'il faut bien rajouter une quinzaine de centimètres, parce qu'il y a eu une quinzaine de centimètres en plus depuis l'ère industrielle. Donc, élévation du niveau de la mer qui aura des conséquences sur la biodiversité, sur la contribution à l'augmentation des phénomènes de remontée et d'intrusion saline, hein, donc cette concurrence entre l'eau salée de la mer et les eaux des aquifères et des nappes phréatiques qui sont sur le littoral, une augmentation des surfaces soumises au risque de submersion marine aussi, une accélération des phénomènes d'érosion côtière. Alors, avoir aussi le changement climatique, que ce soit pour la région Provence-Côte d'Azur, que ce soit pour l'Occitanie, mais aussi à l'échelle méditerranéenne, bien sûr, il y a des changements progressifs avec l'élévation de la température de l'air, le renforcement des îlots de chaleur urbains, je ne vais pas tout dire, hein, la modification des phases de développement des végétaux, ça c'est le bouleversement de la phénologie des forêts, par exemple, mais aussi pour les cultures, c'est l'introduction d'espèces invasives, la hausse du niveau marin, comme on vient de dire, etc. Mais il y a aussi des extrêmes climatiques qui sont les vagues de chaleur, les canicules, les sécheresses, les incendies, les glissements de terrain quand on est en montagne, les vagues de submersion, etc. Donc, il va falloir combiner ces changements progressifs et ces changements climatiques, on peut plutôt les traiter ensemble pour pouvoir s'adapter aux changements climatiques, mais aussi atténuer le réchauffement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Et on a bien, que ce soit le tourisme ou n'importe quelle activité en fait économique, il va falloir à la fois atténuer les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi s'adapter parce que nous aurons ce réchauffement, quoi qu'il arrive, on va dire, ces 20 ou 30 prochaines années. Une chose aussi à bien comprendre quand on parle de tourisme, mais aussi des autres activités, hein, on peut élargir, c'est que tout est lié.
C'est-à-dire que nos sociétés humaines ont des impacts sur le système climatique, qui a lui-même des impacts sur les sociétés humaines, que les sociétés humaines dégradent les écosystèmes et en même temps, ces écosystèmes nous rendent des services. Et donc, on essaie de mettre en place des politiques de conservation et de restauration et que les écosystèmes sont bien sûr directement liés au climat, au changement climatique, avec des impacts que subissent les écosystèmes, mais aussi les services rendus par les écosystèmes comme la séquestration du carbone, par exemple. Donc, à partir du moment où vous bouleversez un élément dans ce système-là, eh bien, c'est toute la machine qui est bouleversée et donc avec des pertes, des dommages, des risques qui s'amplifient. Alors simplement, bah, vu qu'on a des invités cet après-midi qui sont d'Occitanie, même si nous, on va aller vers la PACA avec Arnaud, vous pourrez voir dans la présentation quand vous l'aurez qu'il y a un focus sur le climat en Occitanie. Vous voyez des futurs envisagés avec des plus 2,3 degrés Celsius à l'horizon 2041-2060, selon le scénario optimiste, mais selon le pessimiste, on est à la fin du siècle, on est déjà à plus 5,6. Donc c'est vraiment si vous voulez, c'est des changements fondamentaux et avec une élévation de la température qui est beaucoup trop rapide en fait, et en l'espace de 2 siècles, en fait, on change complètement le climat. Les extrêmes aussi de température, donc avec cette tendance à l'augmentation du nombre de nuits tropicales, quand la température minimale ne descend pas en dessous de 20 degrés Celsius. Vous voyez qu'on aura 60 à 100 par an d'ici 2100. À Nice, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le nombre de nuits tropicales a été multiplié par plus de 4 en 60 ans. Donc c'est absolument colossal, aussi avec des jours de forte chaleur en augmentation, des vagues de chaleur plus intenses, plus fréquentes. On aurait, que ce soit en Provence-Alpes-Côte d'Azur ou en Occitanie, on pourrait avoir des vagues de chaleur qui pourraient durer jusqu'à 80 jours par an. Donc c'est vraiment, et ça a un impact sur la santé, sur la biodiversité, sur bien des éléments qui font notre vie du quotidien. Alors pour les précipitations, eh bien écoutez, on a déjà une baisse, en tout cas en Occitanie, une baisse du cumul annuel de précipitations par décennie qui a été constatée, avec une baisse qui est prononcée, enfin plus prononcée en tout cas en été, avec une légère baisse en hiver. Mais si vous voulez, à l'avenir, il y a là aussi, donc en Occitanie comme en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on aura cette augmentation des précipitations extrêmes. Ça a déjà été constaté ces dernières décennies et ça va se poursuivre. Alors, les vulnérabilités, hein, c'est bien le recul du trait de côte, hein, par exemple, en tout cas au niveau du littoral. Donc, on aura d'ici 2050 quand même environ plus 25 cm d'élévation du niveau de la mer. Il va falloir ajouter ça au plus 20 cm depuis le début de l'ère industrielle. Donc, ça veut dire que les petites plages on ne peut pas avoir de recul stratégique, on appelle ça, si vous voulez. S'il y a une route derrière, s'il y a une infrastructure, eh bien, les petites plages, en fait, vont disparaître, tout simplement. Et donc, avec bien sûr des conséquences sur le tourisme. Et une information, là, j'ai ajouté, qui est de ce matin, en fait, que j'ai vu ce matin, en tout cas, où en France, là, j'ai pas le chiffre pour la PACA et l'Occitanie, mais on aurait entre 1046 bâtiments en 2028 et 515 000 hein, d'ici 2100 bâtiments qui seraient potentiellement menacés par l'érosion côtière. Voilà, c'est un rapport du CIREMA qui le dit. Voilà, mais je laisse la parole pardon, à Arnaud pour la suite. Bah écoute, merci beaucoup Philippe. Si tu veux, je partage mon écran. Allez. Tac. Voilà, continuons. Eh bien, moi, je vous propose de zoomer ou de dézoomer, de prendre un peu de hauteur et de regarder à l'échelle de la Méditerranée, et avant de plonger dans les scénarios avec Philippe. Mais tout d'abord, je voulais vous présenter en quelques mots le plan bleu. Donc, le plan bleu, qu'est-ce que c'est? C'est un centre d'expertise sur l'environnement et le développement en Méditerranée, au service des pays du bassin méditerranéen, dans le cadre de la Convention de Barcelone, qui est une convention onusienne
finalement peu connu en dehors des frontières méditerranéennes, qui date de 1976, qui s'intéresse à la protection de la Méditerranée et de ses côtes. Et le Plan Bleu est un des 6 centres d'activité régionale du plan d'action pour la Méditerranée, qui a été mis en place par les pays. Et donc, nous sommes basés à Marseille et hébergés par la ville de Marseille. On travaille principalement sur sur une mission, disons, qui est de protéger le bassin méditerranéen en orientant les autorités pour des prises de décision éclairées. Le plan bleu a 5 piliers: observer l'environnement et le développement pour informer les gouvernements et le grand public. Et nous faisons ça à travers un observatoire qui permet en fait d'alimenter la stratégie méditerranéenne pour le développement durable à travers 28 indicateurs qui sont surveillés, monitorés et pour lesquels nous présentons un rapport tous les 2 ans aux parties contractantes à la Convention de Barcelone. On travaille également sur les aspects socio-économiques et environnementaux pour éclairer les décideurs, donc voilà, pour qu'ils prennent en compte toutes les dimensions du développement durable et pour soutenir et accompagner en fait la transition verte vers des économies bleues et vertes, on appelle ça, mais c'est finalement une transition sociale, environnementale, économique, et qui vise à renforcer la résilience de la région dans son ensemble. Et pour cela aussi, on utilise finalement des outils comme la prospective pour dessiner des futurs possibles. Et c'est ce que nous avons fait à l'échelle de la région PACA avec Philippe et avec l'ADEME. Mais nous faisons cela également à travers un exercice de prospective régionale qui s'appelle MED 2050 et pour lequel il y aura un rapport qui va sortir en mai. C'est le rapport final de cet exercice qui a débuté en 2017. Donc ce fut un long chemin, mais nous allons avoir des données intéressantes et comparables à un exercice précédent qui date de 2005. Donc on va pouvoir voir un petit peu l'évolution entre maintenant et il y a 20 ans. Et enfin, le Plan Bleu accueille et héberge le MEDEC, le Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change. Donc c'est un peu l'équivalent du GIEC à l'échelle régionale pour justement renforcer cet aspect, cette composante d'interface sciences politiques et d'autant plus aujourd'hui sur les aspects avec la communication avec la société civile, notamment sur tout ce qui est changement climatique et adaptation. Enfin, venons au tourisme et à la région PACA. Donc, on se décale un petit peu par rapport à l'Occitanie, mais les enjeux sont assez similaires. Le tourisme, c'est une activité clé en région PACA. C'est la deuxième destination après l'Île-de-France en France. Et à savoir qu'à l'échelle méditerranéenne, la Méditerranée est la première destination touristique au monde, plus de 30% du tourisme mondial. Bon, je propose d'autres chiffres également par rapport à ceux qu'on a vus précédemment, mais en termes d'arrivée de touristes internationaux en 2019, on en a enregistré plus de 400 millions. Donc c'était juste avant la pandémie. Ils sont tombés à 88 millions pendant la pandémie, ce qui a affecté énormément les pays méditerranéens puisqu'ils sont énormément dépendants du secteur touristique pour leur PIB. Donc on voit bien que le tourisme, et notamment le tourisme côtier, c'est le moteur de l'économie des pays méditerranéens. En ce qui concerne la région PACA, c'est comme j'ai dit, l'une des régions les plus touristiques de France. Elle a un secteur du tourisme qui est très structuré avec des filières économiques qui sont bien en place. Et on voit que c'est une filière qui vraiment pousse et qui continue de se développer. Mais malgré cela, elle est fragile. Et il y a énormément de facteurs qui sont susceptibles de la déstabiliser. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit et les projets qu'on porte, en tout cas au Plan Bleu, nous confortent dans l'idée qu'il y a 2 défis auxquels le tourisme ne peut plus se soustraire aujourd'hui, en région PACA, mais pas que, puisque nous sommes connectés avec les régions méditerranéennes. C'est le changement climatique et la transition écologique qui aujourd'hui s'imposent à nous. Alors, nous avons produit une publication, 4 scénarios pour le tourisme côtier en région Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'échéance 2050. Et en fait, c'est un rapport synthétique. Et c'est le fruit d'une démarche prospective qui avait vraiment vocation de construire ces scénarios à l'échelle 2050 pour voir un petit peu quels sont les enjeux en région PACA. Donc, c'est un peu une territorialisation des scénarios transition 2050 de l'ADEME. Et ce projet a été porté par le Plan Bleu avec le soutien financier de l'ADEME et en partenariat avec Géographer. Donc, ça nous a permis en fait de travailler sur des visions contrastées, d'imaginer un petit peu
des scénarios pour le tourisme côtier de la Camargue jusqu'à la frontière italienne, en se basant sur les scénarios de transition 2050, qui visent notamment la neutralité carbone d'ici 2030. Et ces derniers, ils tracent vraiment des voies distinctes et possibles qui varient en fonction des choix de société, des technologies, des politiques publiques aussi qu'on porte et de l'ambition qu'on affiche euh, à ce niveau-là. En tout cas, le but n'était pas de réaliser un diagnostic touristique complet, mais de proposer vraiment des chemins à suivre, ainsi que des récits qui pourraient actionner des leviers différents et qui seraient susceptibles également de rendre le tourisme côtier de la région PACA beaucoup plus durable. Donc, on va voir un petit peu plus en détail ensuite ces scénarios. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent, ces scénarios, et qu'est-ce qu'ils proposent? En fait, ils contraignent la trajectoire du développement du tourisme côtier régional à à l'échéance 2050. Parce qu'il faut vraiment, de manière pragmatique, s'orienter sur un chemin qui permettrait de conserver les atouts de la région, tout en menant une transition, puisqu'il y a des objectifs nationaux, internationaux en termes de réduction des gaz à effet de serre, mais pas que. Il y a aussi les aspects de l'adaptation, il y a la santé, il y a aussi la protection de la biodiversité. Donc tout cela doit être pris en compte. Mais dans chacun des scénarios sur le tourisme, ce qu'on a essayé de faire, c'est de proposer un diagnostic touristique côtier, des tendances, des projets à l'échelle régionale aussi qui permettent un ancrage local en lien avec les politiques nationales, régionales, méditerranéennes notamment, en se basant sur des projections climatiques régionalisées du GIEC, en s'appuyant sur les travaux aussi du GREC Sud, euh, tout thème confondu, et aussi à travers des rapports de professionnels du tourisme, donc tous les opérateurs touristiques qui travaillent dans ce secteur. Et enfin, à travers aussi des interviews d'acteurs du territoire, des chercheurs, mais on a vraiment un panel assez large. Et quel constat avons-nous et qu'est-ce qu'on voit à l'horizon 2050 pour le tourisme aujourd'hui? C'est un constat assez inquiétant. C'est que les professionnels du tourisme ont une vision prospective de court terme, entre 1 à 5 ans. On n'a pas vraiment de stratégie bâtie à long terme. On a du mal à se projeter. Et l'enjeu, c'est donc de construire ces scénarios prospectifs en donnant des outils, en permettant d'anticiper les évolutions. Et surtout, ce qui importe, c'est d'ouvrir les yeux sur les réalités socio-économiques, climatiques, environnementales, sanitaires, mais aussi géopolitiques de la région, mais au-delà, puisque ce qui se passe dans la région méditerranéenne a forcément un impact sur les réalités locales. Donc aujourd'hui, le tourisme, il dépend de variables multifactorielles qui sont interdépendantes. Et c'est un territoire en tout cas pour la région PACA, avec une vocation touristique qui est exposée et vulnérable, notamment au regard des enjeux du changement climatique et de l'adaptation. Donc penser le tourisme à l'horizon 2050, ça implique finalement de se projeter et de réfléchir à un projet de société et de territoire dans lequel s'inscrit le tourisme, puisqu'il est transversal et il détermine vraiment la structuration des activités économiques à l'échelle d'un territoire. Il faut penser en termes de politique locale l'urbanisme, l'habitat, l'énergie, la mobilité, mais aussi l'alimentation, puisque tout ça, ça vient alimenter le tourisme. Pour accueillir des millions de personnes chaque année, il faut qu'il y ait un certain nombre d'acteurs, une structure et des chaînes d'approvisionnement. Donc, toute cette complexité-là, elle se heurte finalement à la gouvernance du tourisme qui est assez complexe quand on part de l'échelle très locale jusqu'à une échelle macro au niveau international. Donc, les acteurs touristiques, évidemment, notamment aussi les élus, ils ont besoin d'accompagnement pour imaginer le futur. Et c'est là où intervient cette étude, c'est qu'elle permet d'imaginer, d'ouvrir des horizons. Et enfin, elle propose une lecture à plusieurs niveaux, avec une partie introductive sur le contexte international et national, puis une entrée régionale dédiée au tourisme, un regard aussi porté sur l'objectif de l'atteinte de la neutralité carbone, et enfin un témoignage imaginaire d'un acteur touristique, territorial, un touriste, un propriétaire de meublé, ce qui permet finalement de se projeter et d'imaginer et d'avoir un petit peu une idée de ce que pourrait être le tourisme dans plusieurs années, notamment à l'horizon 2050. Donc, les processus qui sont en jeu, finalement, ils sont
ils sont là pour montrer qu'il y a une volonté d'aller vers la neutralité carbone, mais il y a aussi une volonté de réimaginer le tourisme dans son ensemble. Donc, cet exercice de prospective, il se voulait mixte, à la fois descriptif et narratif, et aussi pragmatique et sensible. Et je vais vous présenter les deux premiers scénarios, puis je passerai la parole à Philippe pour les scénarios 3 et 4. En tout cas, on a le scénario 1 qui parle de gourmandise de la simplicité, avec une illustration assez jolie qui a été faite par un illustrateur dans notre réseau. Et vraiment, on parle de frugalité là-dedans. Mais ici, dans ce scénario, on a vraiment voulu montrer que ici, on peut révolutionner les modes de vie, de production et de consommation avec un ralentissement, vraiment une prise de conscience sur notre manière de se déplacer, de consommer, de travailler, de faire la ville. Voilà. Donc on a l'accent qui a été mis sur la sobriété énergétique et foncière, sur la préservation des ressources naturelles, sur la renaturalisation et la régénération écologique. Euh, L'accent a été mis sur la décarbonation aussi, en termes de transport, d'industrie. On vise vraiment le non-gaspillage, une évolution aussi rapide des pratiques et des comportements grâce à des politiques publiques ambitieuses, une économie circulaire qui produit peu de déchets, une solidarité intergénérationnelle et une alimentation moins carnée et des circuits courts. Tout cela, c'est possible dans le cadre de ce scénario, puisqu'on voit que les acteurs publics et privés du tourisme se sont résolument engagés dans la durabilité, avec ou sous la contrainte de lois, de réglementations. Mais en tout cas, il y a eu vraiment une coopération sur les enjeux liés au tourisme. Donc, qu'est-ce qu'on voit en tout cas dans ce scénario? Qu'est-ce qui est proposé? C'est une évolution du tourisme côtier qui va vers plus de sobriété, avec une forte décarbonation, une intermodalité des transports. Euh, Moins 50% d'établissements touristiques sur le littoral pour limiter la capacité d'accueil, aussi au regard de, des enjeux de montée des eaux et d'érosion côtière. Mais tout ça, c'est à travers un témoignage d'une personne qui vient dans la région régulièrement et qui voit finalement les changements qui se sont mis en place progressivement entre aujourd'hui et 2050. Donc, c'est un scénario qui vise vraiment la sobriété énergétique, économique, euh, mais aussi une plus grande solidarité. Et avec une gouvernance du tourisme qui évolue, qui est beaucoup plus horizontale et partagée, avec la voix du citoyen qui compte beaucoup. Ensuite, on a un scénario qui est proposé sur les coopérations territoriales qui sont portées vraiment par des mouvements de petits artisans, de TPE, des mouvements qui se veulent coopératifs euh, et qui visent à révolutionner la manière de mailler le territoire au niveau économique. Et ici, l'urgence climatique est devenue le fil rouge des politiques de planification régionale et intercommunale, tout en étant imbriqué dans une sorte de cohérence au niveau national, mais aussi international. Donc, on a un schéma régional universel de transition écologique qui facilite la gouvernance multi-échelle, mais qui s'appuie sur les identités locales euh, et territoriales. Par rapport au scénario précédent, les exigences sont moins fortes. La coopération et les compromis territoriaux minimisent le poids de l'action publique. On a une ambition affichée, on a des objectifs qui sont clairs. Il faut diversifier le mix énergétique, il faut rénover de manière thermique les bâtiments. Il y a une évolution aussi des régimes alimentaires. L'économie circulaire devient prioritaire également. On a une décarbonation des transports, comme dans le scénario précédent. Et on va vers une baisse de la consommation énergétique, avec une vraie politique industrielle bas carbone, une mutualisation des équipements entre les foyers. On valorise aussi les espaces naturels et ce qui fait vraiment la beauté de la région PACA. Donc on a aussi une volonté forte de se reconnecter aux espaces qui nous entourent, avec ensuite des stratégies économiques pour diversifier
l'énergie et aussi les carburants, notamment avec les biocarburants. Une vraie politique de l'eau qui met en avant la sobriété en termes de consommation. Donc là aussi, on voit finalement que ça se passe plus au niveau, ça vient plus du bas, ça vient plus des territoires avec ces mouvements coopératifs. Et enfin, on a donc des évolutions notable à travers le témoignage de Marois, 29 ans, qui est loueuse de meublés touristiques à Caril-Rouet. Et là, on a eu plusieurs. Elle raconte finalement un petit peu ce qui s'est passé et elle voit l'évolution euh, au niveau réglementaire, au niveau pratique, au niveau comportemental. Donc, ça se répercute au niveau de la rénovation énergétique, au niveau de la prise en charge des touristes. Au niveau des pratiques aussi maritimes, avec la navigation de plaisance, le secteur financier aussi qui est venu à la rescousse des professionnels et des particuliers, avec des schémas de financement qui sont particulièrement innovants. On a aussi une stratégie agricole avec un objectif fort de désimperméabilisation des sols. Donc tout cela, ça permet de construire ce scénario 2 qui se veut plus au niveau des coopérations entre acteurs. Et je vais passer la parole à Philippe. Si tu veux, je garde la main sur le PowerPoint et je te Oui, laisse présenter les scénarios. on va faire ça. Donc, scénario 3 là, on a appelé ça. Donc, enfin, c'est le scénario des technologies vertes. Si vous voulez, ce sont les entreprises qui prennent le pouvoir. Donc c'est le tourisme côtier régional des technologies. Enfin, on a appelé ça les aventuriers verts. On peut passer à la suivante. Donc, la société mise sur les technologies, avec des investissements financiers inédits, sont accordés pour doper les sciences de l'ingénierie. Et si vous voulez, avec cette idée, hein, c'est qu'on confie le pouvoir quelque part aux entreprises vertes pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, ça veut dire qu'elles vont produire des services pour nous aider, que ce soit les collectivités, que ce soit les associations, enfin les acteurs socio-économiques, pour nous aider à aller vers cette neutralité carbone. Dans les priorités, je ne vais pas tout lire, mais politique de rénovation et de reconstruction des bâtiments énergivores, augmentation des surfaces agricoles en contrôlant les intrants de surface, technologie et numérique qui régissent la vie des usagers, véhicules électriques généralisés, etc. Donc, vous voyez déjà la différence entre, bien sûr, avec la frugalité, mais aussi avec la coopération, les coopérations territoriales, où là, il y a au cœur de l'économie aussi, enfin, c'est l'économie à travers les entreprises vertes qui nous permettent d'atteindre la neutralité carbone. Diapo. Voilà, donc si vous voulez, dans les évolutions du tourisme côtier régional, quand même, donc ce qu'on constate en fonction des stratégies qui sont mises en œuvre, hein. C'est l'augmentation du nombre de nuitées touristiques, donc on est loin de la frugalité. On construit des digues, eh bien, toutes les infrastructures portuaires et aéroportuaires sont électrifiées, avec un trafic qui est en hausse, hein. Donc on est sur un tourisme qui continue à se développer. Là aussi, je ne vais pas tout lire, mais nombre croissant de résidences secondaires, saisonnalité du tourisme qui reste marquée, donc avec l'été qui accueille principalement les touristes, hein. Construction, et puis construction, vous voyez là aussi où on en est, construction de stations de désalinisation, pardon, de l'eau de mer, parce qu'on n'a plus assez d'eau, de ressources en eau, en tout cas, que ce soit des eaux souterraines ou de surface, pour répondre aux besoins. Donc, on va désaliniser l'eau de mer. Un témoignage aussi d'un ingénieur en génie énergétique. Alors, le quatrième scénario, c'est le pari réparateur, si vous voulez. C'est le scénario des bâtisseurs. On peut continuer à la diapo. Et là, finalement, alors il y a toujours cette volonté d'atteindre la neutralité carbone, mais on voit que c'est de plus en plus difficile parce que là, on garde nos habitudes, si vous voulez. Donc, il y a un programme national d'investissement énergétique et climatique qui est instauré pour atteindre cette neutralité carbone. On mise sur les technologies d'investissement financier pour stimuler la croissance économique, protéger les biens, les personnes et l'environnement. Mais parce que l'idée, finalement, c'est que l'espèce humaine est capable de régler le thermostat du système climatique. Donc, au programme, on continue à étendre les villes et métropoles qui sont devenues hyper connectées, artificialisation des sols, je ne lis pas tout là aussi, consommation croissante d'énergie,
captage direct du carbone. Alors là, on s'embarrasse plus avec des forêts, on préserve pas nos milieux pour séquestrer le carbone. Là, on capte directement en fait le carbone dans l'atmosphère. Et du coup, en tout cas en PACA, on a des industries, on a donc une industrie qui capte, on capte le carbone, on met ça dans des bateaux et on les envoie à l'étranger pour qu'ils soient injectés dans les réservoirs souterrains, par exemple. Diapo suivante. Donc, toujours dans ce scénario, quelles évolutions finalement, hein, juste une sélection, hein, on est toujours dans la décarbonation des transports quand même pour booster l'économie. Alors, la décarbonation, c'est à la fois une question environnementale, mais c'est beaucoup pour booster l'économie, en fait, pour stimuler l'économie. Donc, il y a le nucléaire comme principal vecteur énergétique, on construit des digues en béton édifiées tout le long du territoire, avec des écoquartiers qui sont bâtis sur l'eau, on a du sable artificiel ou naturel qui est déposé sur les plages pour continuer à accueillir les touristes, on construit de puissantes centrales de désalinisation aussi de l'eau de mer, comme pour le scénario précédent, mais là, encore davantage. Et puis, on continue à avoir des habitudes comme on importe notre alimentation, au moins en grande partie. Et on a là un témoignage d'Angélique, 53 ans, qui est directrice d'un office de tourisme, qui là aussi nous fait part. Alors, les témoignages, vous voyez, c'est juste avant la 2050, juste avant, en principe, la date d'atteindre la neutralité carbone, et c'est finalement un retour d'expérience des 4 personnes qui ont été citées. Voilà pour la présentation des 4 scénarios. Euh, alors, peut-être Guillaume, est-ce que, vu qu'on a trop parlé, est-ce qu'on garde un peu de temps pour une ou deux questions ou on continue un peu comme ça? Vous avez consommé votre temps, donc je vous laisse finir. Par contre, on va enchaîner sur les autres intervenants et j'inviterai les participants à poser les questions dans le chat auxquelles vous pouvez éventuellement répondre, voire mettre peut-être le lien d'étude. D'accord. Allez, juste pour finir, Arnaud, si tu auras deux mots aussi à dire. Bon, simplement, alors c'est vraiment une étude prospective qui a été très intéressante à mener, parce que là, on est sur des scénarios donc contrastés, structurants. On montre combien le tourisme peut être différent en fonction de ces scénarios. L'exercice aussi a été intéressant. Arnaud le disait tout à l'heure, on est sur une territorialisation en fait des scénarios de transition 2050 de l'ADEME. Parce que ces scénarios, en fait, s'entendent plutôt à l'échelle nationale, s'entendent à l'échelle nationale. Et finalement, la difficulté maintenant pour les régions et pour les territoires, c'est de les décliner, de les traduire à l'échelle locale. Donc ça a été un vrai exercice et avec une combinaison d'informations, une combinaison de données. Et on a en fait, pour moi en tout cas, ce rapport et c'est de la matière pour aller plus loin, pour questionner, pour que en fait les différentes communes littorales puissent vraiment construire leur projet de territoire et puissent imaginer le tourisme de demain. Arnaud, toi, qu'est-ce que tu ajouterais? Moi, à ce stade-là, j'ajouterais seulement que pour nous, c'est un point de départ également et ça nous permet en fait d'ouvrir la discussion sur les transitions qui sont nécessaires et qui sont à mener. Et le plan bleu, en fait, se veut comme un acteur d'accompagnement pour les gouvernements, mais aussi pour les autorités locales, régionales, pour les collectivités, pour justement après développer des projets de territoire, de tests, ou pourquoi pas des exercices similaires. Puis ensuite, on a cette vision, cette dimension méditerranéenne qui va arriver avec Med 2050, où là, on a 6 scénarios et on va pouvoir discuter un petit peu des chemins de transition à l'échelle de la région et voir en fait comment ça peut finalement s'imbriquer avec la vision des scénarios transition 2050 pour la France et ensuite avec cet exercice de territorialisation des 4 scénarios pour le tourisme côtier en région PACA. Donc voilà, je m'arrêterai ici et puis ravi de répondre aux questions ou d'échanger à ce sujet-là. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Philippe et Arnaud. Très instructif cette étude. Peut-être, je me répète, mais peut-être que le lien directement de cette étude peut être partagé dans le chat. Et je vous invite effectivement, si les participants ont des questions, peut-être à suivre les réponses dans le chat. Alors, je vais me tourner maintenant vers la région Occitanie en donnant la parole notamment à Emmanuel Fouquet et Marc Barral.
je vous rajoute une question qui a été demandée un peu dans le chat, c'est est-ce qu'il est envisagé de réaliser une étude similaire sur la partie Occitanie? Alors peut-être que vous y répondrez pendant votre présentation. Alors rapidement, Madame Fouquet, vous êtes responsable du service économie touristique méditerranéenne et urbaine à la région Occitanie. Vous gérez une équipe basée à Montpellier œuvrant sur les enjeux du tourisme, qu'ils soient publics ou privés, couvrant une côte de près de 220 kilomètres de long, 54 communes littorales, 20 stations, dont 8 stations balnéaires de la mission Racine et 4 départements littoraux. Vous serez accompagné aujourd'hui par Monsieur Marc Barral, dont je me permets de vous laisser vous présenter, ce qui me donne l'occasion de vous céder la parole. Merci. Bonjour, donc Marc Barra, je suis directeur adjoint à la direction de la mer de la région Occitanie et j'ai notamment en charge tout ce qui concerne l'économie bleue et un programme qui s'appelle le Plan Littoral 21 sur lequel je reviendrai et je suis agronome de formation. Donc si vous voulez bien, je vais commencer et partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien? Alors j'ai pas mis en mode hop. Est-ce que c'est bon comme ça pour vous? Ouais, C'est super. parfait. Donc on va faire ça effectivement à deux voix. Donc moi je vais commencer par les parties 1 et 2 sur un peu les grands enjeux du littoral d'Occitanie, les chiffres clés notamment de l'économie bleue. Donc bon, il y aura peut-être certaines redites avec les collègues d'avant, mais l'avantage c'est que j'aurai pas besoin de revenir sur tous les grands chiffres. Ensuite, on parlera un peu de comment on fait face aujourd'hui face à ces enjeux et à la vulnérabilité de ce territoire. Et après, je laisserai Emmanuel compléter vraiment sur l'aspect comment on accompagne aujourd'hui les entreprises touristiques en lien avec cette nécessaire transformation du territoire. Donc sur les principaux chiffres clés de l'Occitanie, ben, vous les avez un petit peu dit, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui on a 220 km de côte qui est représenté par 85% de côte sableuse, hein. On y reviendra, c'est un enjeu qui est très important. 54 communes littorales, 20 stations balnéaires, dont 8 de la mission Racine, on y reviendra. Une pression démographique qui est très très élevée, puisque grosso modo, sur notre littoral, on a 50% de la population de l'Occitanie, et notre littoral, c'est 2% du territoire de la région. Donc voilà, donc il y a une énorme concentration et une attractivité malgré tout qui ne se dément pas, on attend effectivement aujourd'hui à peu près 50% de la population, 32 000 habitants de plus sur le littoral grâce, entre guillemets, je ne sais pas s'il faut dire grâce, mais à la mission Racine de 63 à 83, donc qui a été vraiment une mission d'aménagement menée par l'État pour éviter que tous les touristes, entre guillemets, passent devant chez nous et puis aillent en Espagne. La volonté, ça a été de les retenir. Donc vraiment de faire du tourisme un enjeu majeur de l'Occitanie. Et donc, cette mission à Racine, c'était quand même des territoires où on avait des paysages de lagunes, des zones humides, et on était beaucoup sur des petits villages de pêcheurs. Là, le but, ça a été effectivement de transformer notre littoral, d'en faire des stations balnéaires, de créer des ports de plaisance. Comme vous voyez aujourd'hui, on a à peu près 35 ports de plaisance maritimes, près de 30 000 anneaux. Et fort heureusement, même si ça a beaucoup chamboulé notre littoral, la mission Racine a fait en sorte de préserver des espaces naturels, des coupures vertes. Donc on a nos 40 000 hectares de lagunes. On a aussi 25% du linéaire côtier qui est propriété du conservatoire du littoral. Donc ça, c'est pareil, c'est important pour aller vers un tourisme durable. Et on a aussi 5 400 kilomètres d'aires marines protégées, donc avec notamment un parc naturel marin, des sites Natura 2000, etc. Donc tout n'est pas, tout n'est pas perdu avec cette mission à Racine, même si elle nous a projeté très fortement dans le développement touristique. Donc sur la croissance démographique, non, sur les principaux enjeux donc, du littoral, donc, je vais y revenir. Oh, on a, comme j'ai dit tout à l'heure, une croissance démographique qui est forte et qui ne se dément pas, et donc qui engendre des problématiques de ressources, hein. On l'a vu tout à l'heure avec les chiffres. Nous, grosso modo, on a un déficit structurel de 200 millions de mètres cubes par an, avec effectivement des fortes inégalités entre les territoires. On parle aujourd'hui beaucoup de problématiques sur les Pyrénées-Orientales. Je ne sais pas si vous avez entendu ce matin, le tourisme aujourd'hui se mobilise dans les Pyrénées-Orientales avec des choses qui peuvent faire un peu sourire, mais plus de bouchons dans les baignoires, plus de glaçons dans les seaux à vin, voilà, tout ça pour faire des économies. J'ai pris bien naturellement des exemples un peu, entre guillemets, qui peuvent faire sourire. Mais voilà, on est vraiment dans ce genre de choses aujourd'hui, dans les Pyrénées-Orientales, pour limiter cette croissance.
Et puis, quand on a une forte croissance démographique, on a un foncier qui est disponible, mais de moins en moins. Donc, on a de moins en moins de foncier disponible. Et on le verra, c'est un enjeu qui est très fort parce que qu'est-ce qu'on fait de ce foncier disponible? Est-ce qu'on le préserve pour quand on devra reculer à cause du changement climatique et de la montée des eaux, ou est-ce qu'on fait autre chose avec? C'est un vrai enjeu. Pression touristique très forte qui se cumule avec la croissance démographique. On parle de 3 millions à peu près de touristes par an, qui engendre, ben, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, des impacts environnementaux, des pollutions des eaux, une surfréquentation de sites naturels. Aussi, ça, on n'en parle pas toujours, mais ça, quand on reçoit beaucoup de touristes, on surdimensionne les infrastructures, hein. C'est vrai que je prends un exemple d'Argelès-sur-Mer qui est dans les Pyrénées-Orientales. La ville passe quand même de 10 000 habitants l'hiver à 150 000 l'été. Donc, effectivement, vous pouvez imaginer qu'il faut absolument surdimensionner les infrastructures publiques. Après, on a un enjeu fort qui est le vieillissement de nos stations touristiques, hein. C'est vrai que ben, la mission Racine, vous l'avez vu, elle date des années 60. Donc, on a beaucoup aussi de parcs de résidences secondaires qui sont vieillissantes, qui n'ont pas les normes aussi au niveau énergétique. Donc, il y a vraiment c'est des passoires énergétiques. Et pour vous donner un exemple, on a 17% des copropriétés sur le littoral, donc c'est peu entre guillemets. Seulement 29% de ces copropriétés qui sont des copropriétés touristiques, mais par contre, ce petit nombre concentre quand même 59% des logements totaux du littoral. Donc on voit quand même que c'est des grosses copropriétés qui concentrent beaucoup de logements et qui sont souvent fermés, de temps en temps loués à l'année ou à la saison, mais avec des vrais problèmes, comme je disais tout à l'heure, de passoires thermiques. Et après, ben, on l'a dit aussi, on l'a vu dans l'étude du Plan Bleu, un des gros enjeux, ben, c'est les risques littoraux qui s'accentuent avec le changement climatique. Donc là, on parle de submersion, d'érosion, d'incendie. On n'en a pas encore parlé non plus, mais il y a la salinisation des nappes, voire même aussi le développement de plus en plus fort des moustiques. Donc tout ça est très problématique. Et pour donner des chiffres qui ne sont pas de la prospective, hein, c'est aujourd'hui, on a 48% du littoral sableux qui est en recul et on a 1,1 million de personnes qui sont soumises au risque d'inondation et de submersion sur le littoral. Donc, une économie, on va le voir, et on l'a déjà vu avec les interventions précédentes, qui est très faiblement diversifiée, hein. C'est vrai qu'on est on est fortement dépendant du tourisme. Et on a, à côté de ça, un taux de chômage et de paupérisation qui est assez élevé sur les départements du littoral, plus élevé même que sur la moyenne de la région. Donc ça montre qu'il y a quand même des enjeux très forts et des enjeux très liés, ben, comme on l'a dit, au changement climatique dans les années à venir. Donc, pour faire un petit zoom là sur les risques littoraux, donc aujourd'hui, donc vous voyez une carte avec plusieurs couleurs. Donc la couleur rouge, c'est là où on a un recul du trait de côte qui est supérieur à 1 mètre par an. Dans le jaune, c'est entre 0,2 et 1 mètre par an. Et puis dans le vert, c'est de la stabilité ou de la pression. Donc si on fait le calcul de tout ça, on a quand même aujourd'hui un recul, donc comme je l'ai dit, de 48% du littoral sableux, qui représente plus ou moins 20 cm par an. Donc ça, c'est que pour l'érosion, entre guillemets, hein, qui peut poser des problèmes. Et ça se cumule avec la submersion marine. Je vous ai mis quelques photos de dégâts à la fois suite à de l'érosion et surtout suite à des tempêtes. Donc là, je vais passer très vite. Donc l'impact du changement climatique, on l'a dit tout à l'heure. Grosso modo, entre 1900 et 2010, on a déjà eu une augmentation du niveau de la mer à peu près de 19 cm. Le phénomène s'accélère puisque c'est 2 fois plus rapide depuis 20 ans. Et quand on se projette sur les scénarios du GIEC, on l'a dit tout à l'heure, on est plutôt entre 60 cm et 1 mètre à l'horizon 2100. Bon, voilà, donc ça, c'est le scénario SSP 5.8.6 du GIEC dont on a eu l'occasion de parler tout à l'heure. Si je reviens sur l'économie bleue, ce qui est intéressant, c'est que bah, on a eu un zoom un peu global. Là, on a un zoom à l'échelle de la région, puisqu'on a mené une étude sur justement ce poids de l'économie bleue en Occitanie. Donc, grosso modo, on a cinq structures, on nous fait 5 filières, entre guillemets. Nautisme, plaisance, valorisation des ressources marines, dans lequel on a la pêche, la conchyliculture, la saliculture, et aussi tout ce qui est énergie renouvelable, hein. On met tout ce qui est vent, éolienne dedans. Le transport et les activités maritimes, tout ce qui est gestion, recherche, innovation et ingénierie, et le tourisme littoral. Et là, j'ai fait un petit focus là-dessus, puisque sur les 6,1 milliards de chiffre d'affaires liés à l'économie bleue, nos 35 000 entreprises et nos 41 000 emplois, on voit que le tourisme représente 75% du chiffre d'affaires et quand on parle d'emploi, ça monte quasiment à 78%. Donc, ça ne contredit pas ce qui a été dit. On est très fortement dépendant du tourisme littoral et donc, dans les années à venir,
d'un nécessaire changement ou d'une nécessaire adaptation face au changement climatique. Pour faire un parallèle par rapport à ce qui a été dit sur les scénarios, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, on tend vers le scénario 2, même si on nous tire un peu la manche pour être fortement dans le scénario 3. Mais voilà, on va dire qu'on est plutôt aujourd'hui sur le scénario 2. Pour vous dire ce qu'on fait aujourd'hui face à cette vulnérabilité, donc on a en Occitanie la chance d'avoir un plan Littoral 21. C'est un partenariat entre l'État, la région, la Banque des Territoires sur 10 ans, 2017-2027, et dont l'objectif qui a été signé avec les ministres, c'était de dire, 50 ans après la mission Racine, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on se projette dans le littoral du 21e siècle. Donc, ce plan Littoral 21 a cet objectif-là de travailler sur le littoral du 21e siècle en travaillant sur trois orientations stratégiques. La vitrine de la résilience écologique. Donc là, c'est comment on accompagne la transformation du littoral dans le cadre du changement climatique. Une économie bleue qui irrigue tout le territoire avec l'objectif de dire ne soyons pas que dépendants du tourisme. Il y a d'autres activités économiques durables qu'il faut développer. Donc ça, travaillons là-dessus. Et puis, bon, on a toujours un littoral qui est symbole d'attractivité, mais comment on fait pour accueillir, vivre ensemble? Et quand on dit vivre ensemble, c'est toutes les catégories socio-professionnelles. Et aussi comment on fait vivre ensemble les touristes et les habitants, parce qu'on n'en parle pas quand même très souvent, mais il y a un vrai sujet, un vrai enjeu entre le tourisme de masse quand même en Occitanie et les habitants qui veulent aussi y vivre de façon paisible. Pour donner quelques illustrations de projets sur les axes dont je viens de vous parler, donc sur tout ce qui est vitrine de la résilience écologique, on travaille beaucoup sur la renaturation de sites. Là, je vous montre un site où il y avait des bâtiments qui étaient très proches du littoral, qu'on a rasé et on a complètement renaturé le site pour redonner une fréquentation au public, restituer la coupure d'urbanisation, une amélioration paysagère et de la biodiversité. Donc, on a recréé des dunes. On a un gros travail aussi sur tout ce qui est voie verte. Donc vraiment limiter au maximum la voiture sur le littoral pour redonner la place au vélo, la place aux circulations douces. Je pourrais aussi parler de tout le travail qu'on a fait sur l'électrification des quais aussi sur le port de Sète pour accueillir une petite croisière durable et pas avoir des gros paquebots qui font fonctionner leur moteur et qui est un vrai problème. Aussi, là-dedans, on a tout ce qui est développement de l'éolien offshore. Et quand je parle de l'éolien offshore, il y a aussi derrière tout ce qui est tourisme industriel qui va pouvoir se développer. Et puis, un point très important et que je n'ai pas mis en illustration, mais c'est comment aujourd'hui on travaille aussi sur des actions fondées sur la nature pour renaturer notre littoral, recréer des dunes, faire, dans certains cas, reculer certains campings qui aujourd'hui ont plus que les pieds dans l'eau avec l'érosion et la submersion. Donc, il y a tout ce travail-là où on a des travaux qui sont réalisés et j'y reviendrai puisque c'est un axe très fort de la suite du plan Littoral 21. Sur ce qui concerne l'illustration du symbole d'attractivité, là aussi, j'ai illustré deux choses. On travaille beaucoup sur les ports de plaisance, parce que c'est vrai que bon, voilà, on a 35 ports de plaisance. Avec le changement climatique, on peut faire reculer certaines choses. Reculer les ports, c'est un peu plus compliqué. Donc aujourd'hui, on est plus dans un travail avec eux sur le verdissement, sur des digues éco-conçues, sur de voir comment il faut travailler peut-être sur leur adaptation par rapport à l'élévation du niveau de la mer, travailler aussi davantage sur le numérique dans ces ports-là. Et puis, il y a tout le travail aussi des infrastructures publiques. C'est vrai que souvent aussi dans nos stations, l'objectif aujourd'hui, c'est de remettre la nature. Alors ça, c'est pas un bon exemple parce que vous voyez du palmier, hein, c'est pas ça qu'on veut, mais le but, c'est de remettre de la nature au sein de nos stations, créer effectivement des îlots de fraîcheur. Donc, de plus en plus, on travaille avec ces stations pour justement qu'elles soient moins minérales, qu'elles soient plus désimperméabilisées. Donc, c'est pareil, j'y reviendrai parce qu'on est en train de on met en place beaucoup de critères et d'indicateurs pour accompagner ces collectivités. Si elles veulent être subventionnées, il faut qu'elles aillent plus loin dans leur approche sur les espaces publics notamment. Et un gros travail aussi sur la rénovation des copropriétés touristiques, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. On a travaillé sur 5 démonstrateurs tests. Je pourrais vous envoyer le bilan de cette expérimentation qui est quasiment au bout, où aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est de rénover ces copropriétés, donc donner envie aux propriétaires de les rénover pour les louer,
si possible à l'année, parce qu'il y a certaines stations, effectivement, aujourd'hui, il y a un déficit fort de logements à l'année. Donc, on essaye de jongler entre l'équilibre sur rester une station touristique, bien entendu, mais avec des logements de qualité, isolés, si possible avec un confort d'été qui ne soit pas basé sur la climatisation, mais plus sur la végétalisation ou la circulation d'air, et aussi faire en sorte de louer à l'année puisqu'avec le zéro artificialisation nette qui est en train de se mettre en place et qui est très important, il faut reconstruire la ville sur la ville et pas continuer à construire des nouvelles habitations. Là, on sait qu'on a beaucoup de logements qui sont vacants, donc on travaille à les faire sortir de cette vacance-là et si possible pour les faire louer à l'année. Ça, c'était notamment le bilan, on va dire, de ce plan Littoral 21 sur la première phase, hein, 2017, 2022. Sur 2022-2027, là, on va encore plus loin. C'est vrai que le but, c'est vraiment de travailler à un renforcement du verdissement de l'économie bleue. Donc là, on parle beaucoup de décarbonation. On travaille aussi sur un plan d'action du littoral pour l'adaptation du changement climatique. Donc, on n'a pas mis en place des scénarios prospectifs, entre guillemets, spécifiquement sur le tourisme, tel que ça vient de nous être présenté, mais on a mis en place ce plan d'action pour se projeter et pour surtout accompagner l'ensemble du territoire d'Occitanie qu'on a découpé en 6 territoires de projet sur lesquels on va développer on leur a donné un cahier des charges à mettre en œuvre et on les accompagne à la fois financièrement en ingénierie et aussi en ressources RH pour développer des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte, dont l'objectif est justement d'avoir une trajectoire d'adaptation à court, moyen et long terme de leurs territoires littoraux, dans lequel il y a l'aménagement du territoire, la vulnérabilité et bien entendu tout ce qui concerne l'économie. Donc ça, on est en train de le mettre en place. Donc on reviendra peut-être dans quelques temps vous présenter les résultats, mais le but, c'est d'avoir une stratégie de gestion du trait de côte à l'échelle de ces 6 territoires de projet et qu'on ait des trajectoires d'adaptation pour justement faire évoluer nos territoires. Donc ça, c'est un vrai gros sujet en ce moment sur lequel on travaille. Ça fait 2 ans qu'on y travaille, on est en train de le mettre en place. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on développe de plus en plus de critères de conditionnalité environnementale quand on accompagne notamment nos collectivités. Et tout ce qui est végétalisation, désimperméabilisation, renaturation sont vraiment les maîtres mots. Par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez le logiciel Icetool. C'est un logiciel où on peut arriver en fonction du nombre de végétaux, du type de matériaux, savoir de combien on va faire descendre la température sur nos territoires, sur nos aménagements. Et nous, aujourd'hui, ça fait partie des critères. On demande d'appliquer ça sur tous les dossiers de subvention qu'on nous envoie. Et comme ça nous permet de vérifier si on descend suffisamment la température, si on est suffisamment, si on désimperméabilise suffisamment. Et quand on parle de végétaux, on travaille aussi avec des associations écologues pour ne pas prendre n'importe quel végétaux, des végétaux bien adaptés à notre climat, des végétaux qui ont moins besoin d'eau. Donc on est vraiment aujourd'hui sur cette transformation, certes en lien avec le tourisme, mais plus globalement en lien avec nos stations et nos villes littorales qui doivent elles aussi évoluer pour mieux satisfaire le bien-être de leurs habitants. Voilà assez rapidement les quelques points que je voulais vous présenter avant de laisser la parole à Emmanuel Fouquet sur vraiment le volet touristique pur et dur. Tu reprends la main ou je te fais défiler les diapos, Emmanuel? Ouais, mais je pense que ça va être plus simple si tu peux me faire défiler les diapos. Bonjour à Pas de tous. souci. Donc, alors, Marc l'a fait déjà, mais juste pour revenir un petit peu sur les chiffres clés et notamment le poids de l'économie touristique du littoral par rapport à l'économie touristique de façon globale au niveau de l'échelle de la région. C'est aussi donc important. Marc vous a présenté par rapport à l'économie bleue, donc avec les autres activités. Moi, c'est plus ce ratio était intéressant quand même de le faire aussi par rapport au tourisme sur l'ensemble de la région Occitanie. On est quand même sur le tourisme littoral représente quand même le tiers donc des emplois et le quart du chiffre d'affaires, donc ce qui est quand même pas négligeable. C'était plus pour vous reprendre un petit peu cet esprit où, voilà, le tourisme littoral occupe quand même une grande place. Et si tu peux passer sur la diapo suivante. J'ai un problème de... Ça ne veut plus fonctionner. Ah, Ah, hors-jeu.
Alors sinon, bah, je reprends la Ouais, main. j'arrête le partage, je te laisse la main. Excusez-moi, sur. Normalement, vous la voyez. J'espère que c'est OK pour vous. Très bien, parfait. D'accord. Donc pour reprendre aussi un petit peu ce que disait Marc, donc sur le tourisme, pareil, on a adapté les enjeux, les objectifs du tourisme littoral dans la prise en compte des préoccupations environnementales, euh, notamment à travers toutes les politiques publiques touristiques et à destination des entreprises. Juste pour un petit rappel, et moi c'est pareil, ça c'est un peu long. Hop, est-ce que vous voyez la diapo différente? Pourtant ça marchait tout à l'heure. Voilà. Donc, indépendamment du plan littoral 21 qui a été donc adopté entre l'État, la région et la BDT, nous, au niveau donc de la stratégie régionale, là on parle de politique publique de la région. Il y a bien sûr un chapeau qui chapeaute un peu tous les grands schémas de développement économique, dont le schéma du tourisme, du développement du tourisme et des loisirs, est issu donc d'une stratégie régionale pour l'emploi, la souveraineté, la transformation écologique. Donc ça, c'était imposé dans le cadre donc du code des collectivités territoriales d'avoir justement ces schémas et comparé par rapport au mandat précédent et donc de la période avant et pendant le Covid, on était plus sur du développement économique pur. À partir de 2022, la transformation écologique fait son apparition même dans les mots-clés du titre de ces grandes stratégies, avec d'autres mots-clés, donc transition écologique, énergétique, justice sociale et emploi, intégration dans les systèmes locaux. Finalement, on retrouve vos scénarios, la coopération, la justice sociale, la transition éco, et la citativité financière et la coopération. Donc vraiment, c'est tous les schémas de développement économique de la région Occitanie ont repris un peu ces termes et ces mots-clés pour le décliner sur des dispositifs. Donc moi, je vais être un peu plus, entre guillemets, dans ma présentation, on a vu le côté infra, très supra. Moi, j'étais plutôt être dans le côté infra sur la déclinaison de comment on aide aujourd'hui les entreprises touristiques en région Occitanie. Une fois qu'on a dit on a décliné les 4 scénarios ou les 3, on a bien sûr une volonté politique de dire il faut aller vers la transformation écologique. Ok. Concrètement, en fait, ça se décline sur les dispositifs auprès de l'accompagnement donc des aides aux entreprises et sur ces aides aux entreprises. Alors que jusqu'au Covid, jusqu'en 2022, on était plutôt sur des aides au développement économique pur. On continue à couvrir tout ce qui est transmission, reprise et développement. Mais aujourd'hui, plus aucun des dispositifs n'est que sur du développement pur et du développement économique. On est vraiment sur de la transformation écologique au travers de critères d'incitativité, mais surtout de critères de d'éligibilité. Et c'est bien là, en tout cas en matière de politique publique, où on a fait vraiment un pas. On n'est plus sur de l'incitativité qu'on a pu l'être. Avant, c'était on modulait les taux d'intervention pour intervenir sur l'accompagnement des entreprises. Plus une entreprise était vertueuse, plus elle était aidée. Aujourd'hui, ce n'est plus un critère d'incitativité, c'est un critère d'éligibilité. Ça veut dire que s'il ne cumule pas un certain nombre d'impacts, et notamment sur la transformation écologique, les entreprises touristiques, en tout cas lorsqu'elles veulent venir se faire accompagner financièrement par la collectivité régionale, ne peut plus avoir accès. Donc là, il y a vraiment un tournant qui a été adopté dans le cadre du pacte vert à la région Occitanie, qui n'est plus d'aider au tout venant sur le développement, mais de la sélectivité des projets sur de la transformation. Donc voilà, c'était vraiment pour vous donner un peu ce cadre-là. Donc on couvre tous les besoins, mais avec toujours ce prisme en matière de sélectivité sur donc des critères d'éco-conditionnalité des aides. Concrètement, les grands principes aujourd'hui, donc, on n'aide plus que des entreprises qui ont un projet structurant et générateur d'emplois. Ça reste quand même le maître mot parce que vous l'avez vu, comme Marc l'a dit, c'est quand même une région, en tout cas sur le littoral, qui est un peu paupérisée, mais avec comme condition en fait, on va aider toutes les entreprises touristiques qui ont un projet à impact. Donc, on va regarder plusieurs types d'impact et de transformation. Bien sûr, la transformation environnementale et sociale, la transformation digitale et technologique,
la transformation à l'international aussi, parce que c'est important de garder quand même le lead sur le tourisme mondial, parce que sinon, ce sera de toute manière d'autres pays qui vont en bénéficier. Et puis, le changement de process et de diversification des services. On n'est plus du tout sur de la simple acquisition de matériel ou de la modernisation. On est vraiment sur un projet plus transformant. Donc, on intervient, je passe les détails, mais c'était plus pour vous dire qu'on intervient donc en subvention d'investissement, mais aussi en prêt. C'est un retour à la collectivité, des prêts à taux zéro avec des différés d'amortissement et de remboursement. Donc là, l'idée, c'est vraiment aussi de ne pas être que sur du one shot avec juste de la subvention, mais de faire plutôt des prêts à avance remboursables pour justement mettre en sorte que ben, il y a un retour sur investissement des fonds publics qui sont de toute manière, qui se raréfient comme toute collectivité, hein, mais avec des vraies facilités de remboursement et des différés de remboursement qui sont intéressants pour les entreprises. Donc voilà, là, je vous passe les détails sur le côté ingénierie financière, mais on est vraiment dans cette ingénierie beaucoup plus en amont qu'on a pu l'être jusqu'au Covid. Là, je vous ai donné quelques exemples parce que moi, j'essaye d'illustrer très, très rapidement donc sur ces différents types d'entreprises qu'on a aidées. Donc, quand on parle d'entreprises touristiques, on est bien sur l'hébergement, que ce soit l'hôtellerie ou l'hôtellerie de plein air ou tout ce qui est meublé de tourisme et tout ce qui est tourisme social et solidaire avec les villages de vacances. Hein. Donc, on est sur cet hébergement. On est aussi sur tout ce qui est activité de restauration mais aussi tout ce qui est activité de loisirs et nautique. Donc typiquement là, la prochaine commission permanente donc du 31 mai, on va donc aider une entreprise d'un bateau électrique 100% électrique. Donc on est complètement dans la décarbonation de vraiment de se dire qu'on ne peut plus financer des activités dont les activités nautiques thermiques. Donc ça, on a fait ce choix-là. Il n'y a plus de possibilité. Mais par contre, d'aller et d'inciter à ce que les entreprises touristiques puissent aller vers ce 100% électrique. Après, voilà, il y a plusieurs, la végétalisation, là, il y a un camping donc à Sérignan-Plage qui a misé sur tout ce qui est, donc, ils augmentent plus la capacité d'accueil. Ils réduisent finalement la capacité d'accueil en augmentant leurs parcelles en remettant bien sûr de la végétalisation et de la biodiversité dans les campings. Et l'idée, c'est vraiment de repartir sur du zéro phyto, une gestion aussi par rapport aux moustiques, hein, qui n'est pas justement que chimique, mais aussi toute la biodiversité, le fait de protéger les dunes, d'être sur aussi des logements. Basse consommation, là finalement, on finance plus du tout les mobilhomes avec de la clim, ça n'existe plus. On est vraiment sur plutôt du côté des HLL, donc habitat de loisirs légers, avec d'autres problématiques, ou en tout cas d'autres énergies moins énergivores qui sont peut-être de la géothermie, mais aussi de l'aération finalement, et de trouver la circulation et les flux d'air. Et donc, on va être vraiment sur inciter les entreprises à trouver des solutions innovantes pour répondre à ces enjeux climatiques. Et enfin, c'était dans le cadre donc d'un appel à projet avec la DIRMER hein, qui était sur aussi de revitaliser un petit peu et d'inciter à l'innovation aussi sur sur le littoral et sur le fait de redonner un petit peu de vie, de la biodiversité sur nos plages et sur les fonds marins. Donc avec une entreprise montpelliéraine qui a développé un concept innovant sur justement des modules pour permettre de revitaliser et vraiment d'être dans la biodiversité plus plus. Donc on est vraiment sur des appels à projets, de la sélectivité sur les entreprises. Donc on est un peu sur le scénario 3 si on pouvait reprendre sur ça, en tout cas sur les entreprises. Sur la partie plutôt territoire, donc les collectivités, donc on se partage avec Marc, qui est plutôt la partie vraiment plaisance et le côté très avec les ports bien sûr, mais aussi toutes les stations balnéaires avec justement les espaces publics. Nous, pour compléter cette offre d'accompagnement des collectivités territoriales, on vient de lancer un appel à projet pour les collectivités touristiques qui ont des projets touristiques. Et là, pareil, il y a des critères d'éco-conditionnalité qui sont très importants et on ne va pas financer le tout venant, très clairement. Donc, c'est le même esprit que j'ai développé sur les entreprises, mais c'est le même aussi pour les maîtres d'ouvrage publics. Donc, voilà, on est vraiment sur du 4 saisons, sur
sur l'emploi, la formation, le côté plus inclusif, l'authenticité, et bien sûr d'être sur du rétro-littoral et pas que le côté très balnéaire. Une autre intervention sur le volet tourisme. Donc, la région Occitanie a voté un plan eau, parce qu'on a conscience, bien sûr, et Marc en parlait tout à l'heure, et sur les PO, donc les Pyrénées-Orientales, mais pas que, hein. Il y a vraiment une vraie problématique sur l'eau, sur l'ensemble de la région, avec des conflits d'usage entre, bien sûr, les agriculteurs, les professionnels du tourisme, les particuliers, et finalement tout le monde. La ressource en eau n'est plus suffisante. Et donc, eh bien, de plus en plus, il y aura un conflit d'usage et ça devient de plus en plus prégnant. J'étais encore en réunion avec le préfet des PO et de la Chambre de commerce le 14 mars dernier pour justement vraiment présenter ce plan eau. Et notamment, il y a un volet tourisme qui, bon, a plusieurs axes d'intervention, hein. L'idée, c'est de travailler à la fois sur la sensibilisation des acteurs. Donc bon, là, on est plus sur de l'information, de la communication, mais aussi de continuer à faire connaître les bonnes pratiques et partage de connaissances, parce qu'il y en a beaucoup, mais on n'est pas encore dans le faire savoir et on s'aperçoit que des solutions innovantes, il y en a en région Occitanie en plus, par des entreprises de la région Occitanie. Et malheureusement, elles vendent leurs solutions finalement à l'étranger. Et donc, c'est bien dommage de ne pas faire bénéficier finalement nos territoires et nos entreprises touristiques de ces solutions. Donc, on est vraiment dans ce côté de son constat en disant, mais on a les solutions, elles existent et elles sont de plus en plus intéressantes, mais elles sont sous-exploitées. Il y avait d'ailleurs une conférence eau et tourisme au salon Cyclo à Toulouse auquel j'ai participé au mythe, bah, c'était quand le 28 mars dernier, et on s'est bien vu que voilà, il y a encore faire rencontrer l'offre et la demande. Et on est encore vraiment dans ça, et c'est dommage. Donc on est encore dans cette problématique de faire valoir toutes ces solutions. Et enfin, juste pour finir, et j'attends la slide suivante. Je sais pas pourquoi c'est assez long. Hop, et non, excusez-moi. Euh, voilà, je vais la remettre en diaporama. Donc, j'ai parlé du salon cyclo. Voilà. Et on a une expérimentation aussi. On s'est inscrit dans un projet européen qui s'appelle What's Every Use. Donc, la région Occitanie participe activement aux côtés de la Catalogne et des îles Baléares au projet depuis 2021 et on est toujours dans la même optique, c'est-à-dire de travailler sur la réutilisation de l'eau. Donc là, on n'est pas dans la désalinisation, mais il y a typiquement pour vous donner concrètement la problématique de l'eau dans les PO, pourquoi elle est aussi prégnante? Bon, déjà parce que effectivement, en termes de précipitation, c'est très compliqué. Il ne pleut beaucoup moins, les nappes phréatiques s'épuisent. Mais au plus, sur les autres départements du littoral d'Occitanie, que ce soit le Gard, l'Hérault et même l'Aude, on a ce qu'on appelle le BRL. Donc, on a un canal, en fait, l'eau vient du Rhône et on permet à certaines activités, notamment agricoles, d'irriguer via cette eau qui donc provient du Rhône. Il y a d'autres problématiques, il n'y en a jamais assez, mais malgré tout, il y a cette solution. Dans les PO, bah, ce canal n'arrive pas, puisque bah, ça a été un choix hein, à l'époque, en 2011, et aujourd'hui, bah, il n'y a pas d'eau. Donc comment on fait quand il n'y a vraiment pas d'eau? Donc effectivement, la désalinisation, c'est une piste, mais ça pose aussi d'autres problématiques. Il y a des expérimentations qui ont lieu en fait sur la réutilisation des eaux usées en sortie de stations d'épuration, qui sont très intéressantes, même si encore une fois la réglementation est encore un peu dure parce qu'il y a plusieurs types de classification et donc il y a encore à assouplir ces mesures bien sûr réglementaires. Mais le préfet des PO était encore là. On a parlé dernièrement
effectivement, il y a quand même un regard qui est beaucoup plus intéressant aujourd'hui sur cette réutilisation des eaux parce que ça existe, ça fonctionne. L'eau, en plus, elle est très propre en sortie de station d'épuration. Et donc, il y a vraiment un enjeu, en fait, à le déployer de façon beaucoup plus globale que ce qui s'est fait encore aujourd'hui. C'est sur le domaine de la Clappe, notamment, à côté de Narbonne et Gruissan, où là, il y a une réutilisation des eaux pour justement la vigne. Mais ça pourrait être largement, en fait, étendu. Surtout qu'en station d'épuration en bordure du littoral, souvent, l'eau en sortie de station, elle est rejetée dans l'eau de mer. Donc, elle est complètement perdue. Et c'est là que on se dit il y a vraiment une perte. Donc voilà, donc on est vraiment dans cette approche un peu de trouver des solutions innovantes. J'espère que j'ai pas été trop longue et j'en ai fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Fouquet. Merci, Monsieur Barral. Alors, juste avant de donner la parole à Cécile Retailleau, une toute petite question, peut-être qui nécessite peut-être une réponse assez rapide. Moi, j'avais une question sur par rapport à vos programmes d'accompagnement. Quelles sont un peu les réactions par rapport à des acteurs du tourisme qui sont peut-être habitués depuis longtemps d'avoir des dispositifs justement qui incitent au développement économique? Est-ce que c'est plutôt de l'ordre de la résistance ou de l'engouement? Bah moi, si je réponds en ce qui me concerne, on a fait beaucoup de concertations dans le cadre du schéma, le schéma des développements du tourisme et des loisirs. Et donc, il y a eu voilà, des contributions, des grandes réunions. Et de toute manière, il y a aussi un parti pris par les élus qui est de porter ce discours, qu'on n'est plus dans l'ère du Covid. Ça a été très difficile au départ, je vous cache pas. Parce que pendant le Covid, on a eu des plans de relance, des plans de rebond, et c'est vrai que on a fait fois-toi de budget. Enfin, c'était voilà comme l'État. Et donc il y avait cette habitude de dire à combien j'ai le droit en termes de subventions. Donc là, on a cassé ce discours. On a vraiment essayé de travailler avec toute la profession pour les amener à une autre approche. C'est beaucoup de concertations, beaucoup de discussions avec toutes les filières. Et aujourd'hui, ça commence en fait à prendre le pas. Et en fait, on fait beaucoup de la preuve par l'exemple. C'est-à-dire qu'on va vraiment promouvoir ceux qui font des efforts, ceux qui se transforment, ceux qui vont chercher des solutions innovantes. Et on fait de l'essaimage un peu, comme on parle en termes d'innovation, pour donner envie. On n'est pas dans la culpabilisation. On essaye en tout cas de ne pas l'être parce que l'objectif, il n'est pas de s'opposer. On le voit bien sur le conflit de l'eau. Mais on essaye de dire que c'est possible, il y a des solutions, allez-y, on va vous soutenir sur cette transformation. Merci beaucoup, Madame Fouquet. Merci en tout cas pour ces éléments assez inspirants qui peuvent, voilà, qui peuvent donner lieu à des partenariats avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est une des questions dans le chat, je vous laisse y répondre. Je tourne maintenant vers Cécile Retailleau. Bonjour Cécile. Alors Cécile, je vous présente pendant que vous pouvez partager votre écran. Vous êtes ingénieure en poste au Conseil départemental de l'Hérault depuis plus de 20 ans et vous êtes directrice de l'eau, du tourisme et de l'économie littorale depuis 2018. Également chef du projet Hérault Littoral, qui est une stratégie départementale d'intervention pour le littoral et la mer 2019-2030. Et vos activités vous ont amené à porter de nombreuses réflexions et actions en faveur de la transition écologique et sociale du tourisme, mais aussi la préservation des ressources, de la gestion des risques littoraux dans un contexte accru climatique. Alors, Cécile, je vous cède la parole pour nous expliquer tout ça. Si. Merci, bonjour à tous. Donc, j'espère que le partage d'écran fonctionne bien. Donc, je vais faire une présentation qui va être évidemment complémentaire à celles qui ont été faites, avec parfois des proximités aussi dans le propos et dans les intentions des politiques qui sont portées. Donc, même si j'interviens seule aujourd'hui, je voudrais dire que l'activité, la politique touristique, elle est portée au département de l'Hérault en étroite collaboration avec son agence de développement touristique, Hérault Tourisme. Donc, je vais évoquer en premier lieu, faire un petit état des lieux du tourisme littoral en Hérault, avant d'évoquer la façon dont le département s'inscrit dans ses actions d'accompagnement et de transition. Alors, j'ai une petite difficulté, j'ai l'impression que ça ne défile pas nécessairement.
Donc, je vais peut-être désactiver le partage et le repartager. Voilà. Donc, petit focus sur le tourisme littoral. Alors, il y a eu déjà beaucoup de chiffres qui ont été donnés, donc je ne vais pas trop m'appesantir. Mais effectivement, on n'échappe pas aux caractéristiques de la Méditerranée en ce qui concerne notre département, un département extrêmement touristique. C'est le premier département touristique d'Occitanie, 30% de sa fréquentation. Le tourisme, c'est un poids lourd, c'est le premier PIB de l'Hérault. Alors moi, j'ai noté 32 000 emplois, ça me fait un peu sourire parce que c'est ce que vous aviez indiqué pour toute la région. Alors j'ai bien repris mes notes, nous on a 32 000 emplois Alors, directs et non, indirects. c'est 108 000 en région, excusez-moi, hein. C'est Ah, par rapport à la zone typique du littoral. Donc, c'est vraiment d'accord. la bande littorale qui est 32 000. Par contre, c'est Ah, 108 000 sur l'ensemble de la région. d'accord, ça me rassure un petit peu. Donc, on n'est pas complètement en dehors des clous. Donc, 32 000 emplois en Hérault. Effectivement, une très importante fréquentation sur le littoral, comme vous pouvez le voir sur la petite carte de droite. On a 43% de notre fréquentation sur la bande littorale. Et si on l'élargit à la zone urbaine, Montpellier, Béziers et le tout proche rétro-littoral, on passe à quasiment 86% de la fréquentation de l'Hérault, donc avec un gros enjeu d'étalement des flux pour ce qui nous concerne. Une grosse capacité de lits touristiques sur le littoral et une offre d'hébergement de plein air qui est importante. La plus grande offre d'hébergement de plein air de France, avec 244 campings rien que pour l'Hérault, évidemment une grande partie qui se situe sur le littoral. En termes de saisonnalité, là aussi une saisonnalité marquée l'été. On voit quand même que sur les périodes en avant-saison et en après-saison, on a quand même des fréquentations qui sont intéressantes, mais on a quand même l'effet estival qui est important. Et en tout cas, en motifs principaux de séjour, on voit que pour 48%, c'est la mer, la plage, le soleil et le climat. Donc, on a une vraie appétence pour ce littoral. Je vais passer assez vite sur la question des enjeux et des menaces sur le littoral parce que ça a été dit, ça me permettra d'aller un petit peu plus loin sur les autres slides, mais effectivement la question de l'érosion du trait de côte, de la submersion marine sont des enjeux très présents. Une évolution dans les années à venir. Alors, ça a été dit, hein, l'évolution du niveau de la mer qui peut aller jusqu'en 2100 à plusieurs dizaines de centimètres, voire 1 mètre. Le trait de côte qui va continuer à reculer. On a fait une analyse prospective de l'évolution du trait de côte en Hérault à l'horizon 2050 et 2100. Et on voit qu'à l'horizon 2050, sur une majeure partie de l'Hérault, on a déjà un risque de disparition des plages. Évidemment, le reste du diagnostic est le même, les températures augmentent. On a évidemment une forte fragilité par rapport à la disponibilité de la ressource en eau. Elle existe déjà, cette fragilité, même si, comme Emmanuel vous l'avez dit, il y a certaines ressources entre guillemets sécurisées. C'est pas le cas pour toutes les ressources qui alimentent notre littoral en Hérault. Et donc, cette fragilité va s'amplifier. Et donc, à différents degrés, nous, on a 80% de l'offre touristique qui est en situation de vulnérabilité. Alors, comment ces enjeux-là ont été pris en compte dans la politique touristique du département au fil des années, au fil des mandatures? Donc là, on va retrouver une évolution hein, dans la façon dont ces enjeux sont pris en compte au fil du temps et qui a été développée dans la précédente présentation. Sur la terminologie qu'on a pu utiliser dans le cadre de nos politiques touristiques, puisque les précédents schémas touristiques étaient effectivement, nous aussi, des schémas de développement du tourisme et des loisirs. Ce paradigme a évolué puisqu'on est aujourd'hui sur quelque chose qui ne parle plus de développement, mais plutôt de tourisme durable et responsable. Pour autant, dans les précédents schémas, on avait quand même un certain nombre d'axes qui avaient pour objectif de travailler la question de l'étalement des flux
dans le temps et dans l'espace, avec notamment ce besoin de trouver des alternatives touristiques, d'autres offres touristiques à l'intérieur des terres, de travailler sur les saisonnalités, des saisonnalités différentes. Et on a quand même commencé déjà à l'époque à travailler sur des adaptations du tourisme aux risques littoraux. Il y a un certain nombre de chantiers qui ont été engagés. Marc en a un petit peu parlé pour déjà prévenir certains phénomènes qu'on connaît. Et puis aussi travailler la question de la réduction de l'impact de l'environnement de ces activités. Mais c'est vrai qu'il y a quand même eu un changement important pour nos élus, pour les professionnels, sur la prise de conscience et aussi l'acceptation que le tourisme, c'est une activité impactante, que c'est une activité qui est dépendante des ressources, qui est vulnérable au changement climatique et que ça doit être un peu le cœur du moteur de travailler sur ces axes-là. Donc vraiment un travail et une évolution perceptible depuis quelques années et donc on a des changements dont il faut quand même mesurer comment dire l'intérêt aussi et surtout la progression. Il y a des choses qu'on dit aujourd'hui qu'on ne disait pas il y a quelques années de ça et donc même si on n'en est pas au scénario 1 ou voire 2 qui était présenté au tout début, il y a quand même un vrai changement, une vraie prise de conscience qui est importante. Donc le schéma actuel qui a été voté pour la période 2022-2028, donc il s'appelle plus de développement, mais un tourisme durable et responsable. On cherche plus à gagner en fréquentation comme c'était la fois d'avant. Il y a une mandature, on était vraiment sur un objectif de devenir le 3e département touristique de France, alors qu'on était le 4e. Là, c'est plus ça qui est affiché, mais c'est vraiment d'être sur des thématiques qui sont aussi celles qu'a évoquées la région, mais donc à la fois sur le renforcement, l'adaptation aux évolutions climatiques, aux enjeux environnementaux, la question de la décarbonation des mobilités touristiques, avec toute la complexité qu'on peut avoir sur ce sujet-là, puisqu'on a quand même une prédominance de la voiture et puis aussi une gouvernance des mobilités qui est partagée. Le renforcement de ce qu'on appelle les filières concurrentielles, donc c'est notamment celles qui vont pouvoir travailler sur l'offre touristique en arrière-pays et aussi le travail sur un marketing désaisonnalisé et responsable et puis aussi les questions de gouvernance. Donc moi, ce sur quoi je vais insister dans un premier temps, je vais pas pouvoir tout détailler, le temps est évidemment compté, donc je vais présenter tout d'abord trois axes sur lesquels l'Hérault a particulièrement travaillé pour mailler le territoire et mailler son offre touristique à l'intérieur des terres, sans que l'objectif soit de faire de l'arrière-pays un nouveau littoral avec les enjeux de surfréquentation, de tourisme de masse. C'est pas évidemment du tout l'optique qui est retenue. De toute façon, le territoire ne s'y prête pas. Mais en tout cas, c'est vraiment de travailler des projets et des politiques qui soient à la fois porteuses dans leurs objectifs d'axes de développement durable et qui puissent offrir autre chose qu'un littoral essentiellement balnéaire ou en été. Donc on a beaucoup travaillé la question des grands sites de France, de la labellisation des territoires sur le label Grand Site de France, qui est un label qui permet de préserver des sites d'exception et de gérer la fréquentation, donc d'être vraiment dans une démarche vitrine et d'excellence. On est un département qui est qui est pourvoyeur de grands sites de France à l'échelle nationale, puisqu'on a aujourd'hui 2 grands sites de France labellisés et 3 en projet sur une 50aine en France. Et ces grands sites de France, comme vous pouvez le voir, ils sont essentiellement situés plutôt sur l'arrière-pays, à l'exception de Canal du Midi, qui est plutôt sur le littoral. On a également travaillé le no-tourisme. Ça a été énormément travaillé ces dernières années. Donc, c'est le développement là d'une offre qui vise à découvrir les territoires, les produits, le local et qui vise à découvrir la deuxième activité économique de notre département avec aujourd'hui une politique qui est fortement structurée autour de destinations no-touristiques et qui
qui va décliner un certain nombre de produits et notamment des produits qui vont permettre aussi de découvrir le no-tourisme avec des formes de mobilité douce. Donc, on a développé notamment le concept de nos randos, de nos vélos. Et c'est une politique qui a connu un certain succès puisque le Guide du Routard a fait donc sa première édition sur le no-tourisme en Hérault il y a quelques années de ça. On a évidemment, et c'est assez important, c'est toute l'offre de structuration des sports de pleine nature et en particulier la structuration de l'itinérance sous différentes formes, à vélo, à pied ou à cheval. On a la chance en Hérault d'être au carrefour de grands itinéraires cyclables qui vont être des itinéraires européens ou nationaux. Et c'est vrai que ça permet un maillage important du territoire. Et donc, ce qui a été travaillé à la fois par des actions du département d'Hérault-Tourisme et des territoires, c'est de pouvoir offrir eh bien, des services et une offre complète pour pouvoir pratiquer cette itinérance. Donc, on est bien là aussi dans une offre qui se veut aussi moins impactante, plus décarbonée, plus lente, avec voilà, la découverte d'un tourisme qui soit un peu différent. Je voudrais évoquer les questions de marketing et de promotion de la destination. Donc ça, c'est un travail qui est fait par Hérault-Tourisme et qui, aujourd'hui, en tout cas, met vraiment l'accent et l'effort de son marketing sur le tourisme 4 saisons et pour travailler notamment le tourisme, j'allais dire 3 saisons, toutes les saisons en dehors de l'été qui, finalement, elle-même n'a pas forcément besoin de nous pour pouvoir faire venir de la clientèle chez nous et qui travaille sur l'envie de venir découvrir le département sur d'autres saisons. Il y a notamment eu cet hiver une campagne qui s'appelait le vrai pays des sports d'hiver, avec un accent qui est aussi mis sur la valorisation des professionnels et des sites qui sont engagés dans des démarches durables et responsables. Donc, donner envie de venir dans l'Hérault aussi pour les valeurs qui sont portées par la filière touristique. C'est aussi un marketing qui essaie de travailler sur en période on va dire tendue, en période estivale, sur des messages qui puissent faire prendre conscience aussi de la vulnérabilité de notre territoire, hein. Nous ne sommes pas aussi nous ne sommes pas à un point de crise qui est celui des Pyrénées-Orientales, mais on est quand même dans une situation qui est vraiment compliquée aussi en Hérault. Et donc, il y a un travail aujourd'hui qui est fait pour le relais de la situation, de la vulnérabilité par rapport à l'eau. Et donc, ça, c'est aussi des choses nouvelles qui se mettent en place petit à petit entre les institutions et les acteurs du tourisme. Et puis, des propositions aussi d'offres alternatives quand il fait très chaud. Cet été, le Hérault-Tourisme avait fait une campagne qui s'appelait Un été servi frais pour proposer en fait de découvrir l'Hérault différemment quand il fait très chaud. Dernier aspect de ma présentation, c'est la question de l'adaptation des activités qui sont situées sur le littoral, adaptation aux risques littoraux et au changement climatique. Alors, de la même manière que la région et l'État ont une stratégie plan littoral 21. Donc, nous avons une stratégie globale également pour le littoral et la mer qui s'appelle Hérault Littoral, qui a été adoptée en 2019 et qui intègre tous les enjeux, toutes les politiques départementales pour aller vers un littoral plus résilient et plus adapté. Donc, on a participé évidemment aux travaux portés par le plan littoral 21 sur le PARPAL, le plan d'action et d'adaptation au changement climatique. Et donc, on participe au financement des études et des projets portés par les collectivités. Je voudrais
Marc a cité quelques exemples un peu vitrines de ce qui a pu se faire sur le littoral. Je voudrais en citer un troisième, qui est à l'écran, c'est le Lido du Petit Travers, qui a été une opération qui a été menée pour supprimer une route départementale, renaturer les espaces et délocaliser les stationnements, et qui est une opération un peu vitrine et très emblématique, pour lequel le Conservatoire du littoral a réalisé un récit de site pour raconter un peu le projet dans sa durée et la façon dont aussi les choses se sont faites dans le temps. J'invite ceux qui sont intéressés pour comprendre la façon dont ces choses-là se mettent en place à regarder un peu ce récit de site. Et donc, voilà, le département a été d'ailleurs un des copilotes de cette opération, puisqu'il y avait une route départementale qui était concernée. Et on est aujourd'hui encore sur l'accompagnement financier et technique des territoires sur ces projets-là. Dans le cadre de notre politique plus spécifique au risque côtier, je voudrais également citer quelques actions qu'on porte en maîtrise d'ouvrage actuellement, en complément de l'accompagnement financier. Donc, on s'est engagé aux côtés des professionnels de l'hôtellerie de plein air sur une démarche, sur une étude prospective pour la recherche de solutions d'accompagnement et d'adaptation aux risques littoraux. Aujourd'hui, on a un vrai enjeu pour ces structures-là de trouver des solutions qui soient compatibles avec notamment la réglementation pour pouvoir s'adapter et se réaménager. Ce sont des structures qui à la fois comprennent bien l'enjeu comment dire, d'adapter leurs équipements, qui en même temps savent que dans un avenir plus ou moins lointain, leur équipement tout entier sera menacé, mais qui souhaitent pouvoir, dans une phase de transition, trouver des solutions pour rester sur place en recomposant leurs infrastructures. Toutefois, aujourd'hui, les solutions qu'ils proposent se heurtent aux autres contraintes réglementaires qu'il peut y avoir sur le site, notamment inondations, feux de forêt ou autres. Ces réglementations, elles ont évidemment un sens. Et donc, l'enjeu, c'est de travailler avec eux et aux côtés des services de l'État avec qui nous avons engagé cette réflexion sur l'identification de solutions et des chemins, surtout pour pouvoir les rendre opérationnels en utilisant soit des leviers d'expérimentation qui sont proposés par la réglementation, soit en proposant des évolutions de cette réglementation qui devront ensuite être portées évidemment plus haut. Une autre action, sur la question de l'évolution du littoral, c'est la question de la sensibilisation aussi et de la connaissance de ce qui se passe sur le littoral. On a un enjeu aussi assez fort sur ce sujet-là de porter à connaissance ces enjeux-là. Et donc, on a travaillé avec l'Institut national de l'audiovisuel sur une mise en valeur d'archives audiovisuelles sur 70 ans, de 1924 à nos jours, pour mettre en lumière des archives audiovisuelles sur le littoral héroltais, sur différentes thématiques. Et tous ces extraits d'archives, il y en a 150, sont documentés par des textes écrits par des experts. Et donc, on peut justement voir la transformation de notre littoral, de ce qu'il était avant la mission Racine à ce qu'il est aujourd'hui, et envisager ce qui sera demain. Et donc, c'est un site internet qui est accessible à tous et qui permet effectivement de voir notre littoral autrement. Un autre exemple de sensibilisation que nous réalisons, ce sont nos données d'observation scientifique sur le littoral que nous avons accumulées depuis une vingtaine d'années, que nous mettons à disposition du grand public pour pouvoir comprendre cette évolution-là du littoral. Et cet observatoire va demain s'agrémenter d'un volet participatif et citoyen pour associer le citoyen, et on espère le visiteur, à l'observation du littoral et à mieux comprendre ce qu'il observe. Dernier volet de la présentation que je voulais apporter aujourd'hui, si la diapositive veut bien se dérouler, ce qui n'est pas gagné.
Voilà. C'est effectivement la question des ressources, comment limiter l'impact des activités touristiques qui sont sur le littoral, sur l'environnement et sur les ressources. Alors sur l'enjeu ressources en eau, ça a été un petit peu abordé auparavant, mais évidemment il y a un gros enjeu ressources en eau, d'autant que les infrastructures, les campings sont extrêmement consommateurs en eau, beaucoup plus que ne peuvent être, on va dire, des hébergements classiques. Il y a donc des démarches de connaissance de ces ressources en eau et d'accompagnement de ces hébergements qui sont menés, notamment par les syndicats mixtes de gestion de l'eau qui sont sur ces territoires, dont le département fait partie, pour identifier les marges de progrès nécessaires et pouvoir les accompagner sur des actions. Donc, il y a quand même un certain nombre d'hébergements qui sont engagés sur ces actions d'économie d'eau, que ce soit par une meilleure connaissance de leur réseau, la résorption des fuites, on va dire les équipements hydroéconomes et aussi l'utilisation de ressources alternatives. Il y a encore évidemment d'importants efforts à faire, mais ce sont des choses qui sont accompagnées aussi financièrement par différents partenaires, dont la région, l'agence de l'eau, le département. Je voulais citer également un accompagnement qu'on a pu faire pour ces structures-là, pour les aider à aménager différemment leurs espaces verts, avec un guide pratique qui a été élaboré avec le CAUE pour leur proposer des solutions de réalisation d'espaces verts qui à la fois soient qualitatifs sur le plan paysager, qui soient économes en eau et aussi qui puissent être économes en consommation d'intrants. Donc ça, c'est un accompagnement qu'on a pu faire à leur côté. Et puis le dernier accompagnement que je voulais citer, c'est celui vers la mise en place de labels environnementaux comme le label Clé Verte, qui sont donc des labels qui permettent à la fois de connaître son impact d'une manière générale sur l'environnement, mais aussi d'aller vers une réduction progressive de cet environnement. Et aussi une expérimentation que nous avons fait avec l'hôtellerie de plein air pour la création d'un référentiel pour un affichage environnemental. L'affichage environnemental, c'est quoi? C'est avoir une étiquette qui, comme une étiquette type Nutri-Score, puisse, on va dire, noter le camping sur une échelle de A à E et qui permettent à la fois de communiquer sur son impact sur l'environnement, mais aussi de s'inscrire dans une démarche de progrès. Donc, ces référentiels existent pour les hôtels, même si la démarche d'afficher étiquette n'est pas obligatoire, le référentiel existe. Et nous avons travaillé sur un référentiel pour l'hôtellerie. Il a été expertisé par l'ADEME qui l'a validé en première instance. Pour l'instant, il n'est pas déployé parce qu'il y avait une priorité au déploiement de l'affichage environnemental pour l'alimentation et le textile. Donc, on espère que la démarche aboutira. Pour autant, même si ça n'était pas le cas, en tout cas, ça a vraiment embarqué, on va dire, la profession sur une démarche vraiment environnementale. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Merci beaucoup, Cécile, pour toutes ces actions. Il y a un travail notamment sur l'offre. Alors, le temps justement d'un petit échange, et notamment cette question, je me demandais, quid, on va dire, de la demande, des attentes finalement, des comportements des usagers, c'est-à-dire une population qui est amenée à être temporaire sur le territoire. Est-ce que vous avez une capacité, je dirais, à mesurer les modifications ou les évolutions, on va dire, de comportement? Je pense que c'est pas forcément évident. Est-ce que vous travaillez peut-être avec je sais pas, des indicateurs, des organisations qui peuvent apporter ce genre d'éléments de réponse? Alors, c'est effectivement pas évident parce que c'est une clientèle effectivement qui est temporaire. Donc, c'est plus difficile de pouvoir suivre ça dans le temps. Pour autant, il y a quand même aujourd'hui un vrai engouement de la part de certaines clientèles, pas toutes, mais en tout cas de pouvoir aussi s'assurer que quand elles partent en vacances, quelque part, il y ait aussi derrière
un engagement de la part de la filière sur, on va dire, un tourisme qui soit moins impactant. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a aussi, et c'est ça qui peut faire effet de levier auprès des professionnels, c'est que c'est aussi commercial, c'est-à-dire que le fait de travailler Mhm. sur on va dire, des équipements, des offres qui soient un peu plus durables et responsables, c'est aussi un outil de communication. Alors, c'est pas la seule motivation, mais effectivement, les Mhm. professionnels ont quand même besoin de s'assurer que la clientèle va venir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, globalement, il y a quand même une prise de conscience aussi que quand on part en vacances, eh ben, on a envie quand même aussi de pouvoir être en cohérence avec des valeurs qu'on porte. Et alors, pareil, j'aurais une deuxième question. Ça serait, est-ce que tout ce qui est mis en place, finalement, ne favorise pas également une évolution des comportements de la population locale qui peut finalement arriver à prendre conscience de ces enjeux-là, même si ce n'est pas la population qui est forcément visée. Mais est-ce que là aussi, vous avez peut-être des retours par rapport à ça, à ces évolutions? Alors en fait, la population locale devient une clientèle de plus en plus importante. C'est-à-dire que notamment depuis le Mhm. Covid, on constate, hein, et je pense que c'est valable pour toutes les régions, qu'il y a quand même un tourisme de proximité qui est plus important. Donc on espère évidemment que ça va faire aussi effet de levier. Après, on est quand même réaliste. Il y a encore aussi des comportements hein, qu'on observe qui sont parfois en décalage avec ce qu'il faudrait avoir comme type de comportement. Mais l'idée, c'est effectivement aussi de cibler le visiteur habitant. D'accord. Et j'aurais une dernière question. Cette question-là, c'est au niveau de la façon de la travailler. Comment ça se passe par concert? Est-ce que ça se passe par je dirais, relation à travers des projets particuliers? Comment vous arrivez finalement à mobiliser un petit peu les acteurs du département voilà, pour essayer de perdre entre guillemets. Je ne sais pas si vous entendez La, bien. la réponse va pas être évidente. Quelle question était hachée? Bon, Ouais, la question a été très, très, très hachée. Un texte à Oui, tout. Ah bon, oui. pas de Ouais. retour. Non, La j'ai pas question très bien compris la question. C'est celle de la concertation avec les professionnels, c'est celle-là? Oui, c'était sur la manière dont vous arrivez à travailler avec les professionnels. Ça se fait plutôt avec de la concertation, avec des projets ou avec une mobilisation, je dirais, plus générale à l'échelle du département. Alors, en fait, ça, c'est le rôle du département et de son agence de développement touristique d'être dans l'accompagnement des professionnels et des filières. Donc, ça se fait par un dialogue quand même assez étroit, puisque dans le conseil d'administration d'Aérotourisme, les différentes filières sont représentées. Elles sont aussi demandeuses d'accompagnement face à des changements qu'elles observent au quotidien. Bon, ce que j'ai pas évoqué, c'est que évidemment sur l'offre touristique d'arrière-pays, on va retrouver aussi des nécessités de changement et d'évolution par rapport au changement climatique qu'on retrouve sur le littoral. Donc ça, j'ai pas pu développer parce que j'avais pas le temps. Mais les filières, elles sont quand même en première ligne face aux situations qu'elles rencontrent de changement climatique, de canicule, de manque d'eau, etc., etc. Donc, elles sont quand même demandeuses d'accompagnement. Après, effectivement, elles voient bien l'horizon du changement climatique à l'échelle de plusieurs décennies. En même temps, elles ont besoin d'une transition. Et évidemment, on n'est pas aujourd'hui dans un modèle complet de rupture. Hein, ça, c'est en plus pas forcément souhaitable, mais elles sont vraiment en demande de réflexion et d'accompagnement à ce titre-là, parce que les choses en plus peuvent aller très vite, c'est-à-dire que l'impact du climat sur une saison va pouvoir jouer sur la saison d'après, et donc il faut quand même être très agile aussi dans la façon dont on pratique aussi le tourisme sur les territoires.
Très bien, merci beaucoup. Je vais redonner la parole à Nicolas Faumont pour clôturer cette session. Alors, je tenais à remercier donc Philippe Rossello, Arnaud Théris, Emmanuel Fouquet, Marc Barral et Cécile Retailleau. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Une session très très riche qui a donné lieu voilà, à un échange, en tout cas une mise en connaissance de la situation aussi bien en région PACA qu'en région Occitanie. Voilà, merci beaucoup et je redonne la parole à Nicolas. Oui, bah écoutez, c'est juste un demi-mot pour vous remercier tous pour ce webinaire riche en enseignements et pour vous dire que dans le chat, j'ai mis les liens Zoom pour les prochains événements. Donc vous avez les thématiques et vous avez les liens d'inscription. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à nous suivre, ainsi que les newsletters, le site internet pour les publications SAFN et d'adaptation au changement climatique. À très vite et portez-vous bien. Au revoir.